Bonjour à tous. Je ne vais pas vous prendre très longtemps. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Pierre-Paul Zaliot, je suis président de l'ENS Paris-Saclay. L'école s'installe aujourd'hui dans ses murs, vraiment, enfin elle commence à s'installer aujourd'hui, quelques services. Évidemment, vous êtes les premiers à la visiter dans ce contexte très particulier de la journée Explore. Que Marc Dondet et les équipes de l'école ont monté avec nos partenaires, avec vous. Je voudrais vous dire aussi que ça nous fait très plaisir parce que j'ai vu cet amphithéâtre de très nombreuses fois. C'est la première fois qu'on l'utilise. Donc voilà, la régie son est en train de faire ses petits essais. Donc c'est la première fois qu'on l'utilise et je l'ai vu dans tous les états cet amphi. J'ai vu la carcasse, avec un peu de béton, un peu d'acier, puis maintenant je le vois avec des vrais gens dedans. Donc je suis vraiment extrêmement heureux que ça commence et que ça commence avec vous, puisque d'abord AgroParisTech, c'est un établissement avec lequel nous sommes la main dans la main pour la construction de l'université Paris-Saclay. Je sais que Gilles Tristram n'est pas là ce soir, mais j'étais avec Gilles hier soir et il était désolé de ne pas pouvoir être là. Donc ça me fait plaisir que ce soit vous. Voilà. Et ensuite de placer la question des disputes, c'est-à-dire la question des controverses, c'est-à-dire placer la rencontre entre des questions scientifiques, sociétales, leur mise en question. Je crois que vous allez parler effondrement, récit. Bon, on va essayer de ne pas s'effondrer, nous, pour l'instant, parce qu'on vient juste d'arriver, donc on est plutôt tonique. Mais j'ai bien compris que l'effondrement, c'est un récit pour se reconstruire et avancer, enfin, j'imagine. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment la bienvenue. Et puis, je voudrais vraiment remercier AgroParisTech et les disputes pour le partenariat qu'ils ont engagé avec nous, avec quelques collègues qui sont là et qui ont participé à tout ça. Voilà. Et j'espère que vous aurez, là, ça fait arriver des retardataires qui sont encore un peu perdus. J'espère que vous avez profité pour visiter le bâtiment, pour voir les différentes présentations artistiques du parcours Explore, en profiter pour voir l'Atrium, la scène de recherche qui est juste en face, le cabaret. Et puis ce soir, il y a une cocarde étudiante. Donc, en général, les cocardes sont inoubliables. Donc n'hésitez pas à pousser la porte. Voilà, merci, je vous souhaite un très beau débat. Merci beaucoup. Et merci à vous tous d'être venus à cette 4e et dernière dispute du cycle Effondrement. Bon, merci évidemment beaucoup à l'ENS Paris-Saclay de nous accueillir dans cet amphithéâtre, et tout particulièrement Pierre-Paul Zaliot qui vient de nous quitter. Merci également à nos partenaires, la scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay et la Biennale des Arts Numériques Nemo qui est hébergée en ce moment au 104. Merci Gilles. Les disputes d'AgroParisTech tentent depuis maintenant 7 années d'ouvrir un espace de dialogue entre sciences et société en abordant des thèmes qui animent, qui parfois même embrasent le grand public. Alors entre autres, il y a eu la modification du vivant, les rapports entre les humains et les animaux, la qualité de notre alimentation et cette année, un thème particulièrement disputé, l'effondrement. Ce soir, nous allons aborder l'effondrement par le biais des récits. Nous allons parler apocalypse et fin du monde, mais pas que. Comme le disait Pierre-Paul, ça serait dommage d'inaugurer un si bel endroit avec un récit d'effondrement. Pour inaugurer on va aussi parler d'origine de la vie, origine du monde et même d'utopie parfois. Il y a un mot qui ce soir réunit tous nos invités, c'est le mot histoire. Histoire comme discipline, avec Volnifage, qui est historien des sciences, ou encore avec Thomas Ims, qui est un chercheur qui se penche sur les origines du vivant, un généticien. Mais aussi l'histoire comme fiction, avec Jean-Paul Angélibert, qui étudie les fictions de fin du monde, et avec Alain Damasio, auteur de nombreux récits de science-fiction. Donc la question que nous allons collectivement nous poser ce soir, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'effondrement ? Les disputes, ça se déroule toujours en 2 temps. Une première période qui est consacrée à la parole des invités. Ça dure à peu près 1 heure, d'abord 5 minutes chacun, et puis après une table ronde collective d'une 20-25 minutes. Et après, la seconde heure, elle est totalement consacrée à vos questions, à vos interpellations, à vos réactions,
Et voilà, donc ça va durer 2 heures. À 20 heures, on aura fini l'inauguration de ce superbe amphithéâtre, grand amphithéâtre. Alors, je commence avec vous. Volny Fage, vous êtes maître de conférence en histoire des sciences à l'ENS Paris-Saclay. Vous avez publié en 2018 aux éditions de l'EHESS Savante nébuleuse. Vous y analysez les récits d'origine du monde qui ont fleuri entre 1860 et 1920, récits qui se construisent sur les bases d'un discours scientifique, mais en y ajoutant une forte dose de considération politique et religieuse, ce qui n'est pas sans rappeler peut-être les différents discours contemporains autour du collapse. Il est donc intéressant ce soir de voir quel regard un historien des sciences peut porter sur les différentes formes actuelles de récits de l'effondrement, récits à l'intersection entre recherche scientifique et préoccupation sociétale. Je vous laisse la parole. C'est bien ça. 1, 2. Ouais. Le micro aussi est inauguré ce soir. Merci d'abord Jean-Hugues pour cette invitation. Je suis vraiment très heureux d'inaugurer cet amphithéâtre. Merci aussi de m'avoir invité à réfléchir à une question qui n'avait pas été la mienne et qui avait rarement été abordée, il me semble, qui est celle de l'articulation ou des liens entre récits de futurologie, récits de collapse, récits d'effondrement et récits des origines, lorsque ce sont des savants ou des aspirants savants qui les formulent. Il y aurait 1000 choses à dire. En 5 minutes, j'aimerais tout de suite aller droit au but. Il me semble qu'un enjeu d'homologie, de similitude entre les récits du futur et les récits du passé, c'est la dimension propre à la mise en récit qui est la forte teneur politique de la construction de ces récits. Alors, la teneur politique de ces récits peut être explicite, c'est-à-dire vous avez des auteurs qui, dans le passé, formulent des cosmogonies, c'est ça que moi j'ai étudié, avec des enjeux, des ambitions d'analyse politique du passé pour légitimer des choses dans le présent, par exemple, je pense ou même dans l'action future. Je pense à Auguste Blanqui, le fameux révolutionnaire qui formule sa théorie de l'éternité par les astres, où il y a un enjeu de révolution sociale derrière son analyse de l'origine du monde. Mais vous avez aussi des formes politiques plus implicites. Je pense aux enjeux de cosmogonie chez un Flammarion, le grand vulgarisateur au XIXe siècle. Bien. Toujours est-il qu'il me semble qu'il y a au moins 3 aspects qu'on peut déployer de portée politique de ces récits, qui fait le lien entre les récits du passé et les récits du futur. C'est que ces récits de collapsologues et les récits de cosmogonistes, les deux construisent, fabriquent un rapport entre nature et culture particulier. Alors, je ne peux pas développer, mais disons que la responsabilité de l'homme dans les évolutions passées ou dans les scénarios à venir est présentée de diverses manières. Je pense qu'au XIXe, par exemple, les récits cosmogoniques ne font pas du tout apparaître l'homme dans l'histoire. L'homme est absent. Et les récits de peur de l'avenir du XIXe, je pense à les récits de fin du monde par Flammarion, encore une fois, ce sont des peurs de collision avec des météorites, ce sont des peurs d'explosion du Soleil ou d'extinction du Soleil. L'homme est absent. Et donc vous avez un rapport dans l'histoire sur une très longue durée entre la nature et la culture, qui est très, 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 très à l'avantage de la nature, avec un homme qui disparaît. Ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui, où on a clairement l'inverse. Un deuxième enjeu politique, c'est que ces récits, par la forme même du récit, en fait, en racontant l'histoire, et une histoire particulière, en fait, fabrique des identités, c'est-à-dire les identités des acteurs qui interviennent dans l'histoire. Et donc là, typiquement, on a tous les récits sur l'Anthropocène, récits de l'Anthropocène qui sont à la fois des récits du passé, des récits du présent, qui nous disent qu'est-ce que c'est que cette période-là d'aujourd'hui qu'est l'Anthropocène, et des récits de l'avenir, c'est-à-dire qui est responsable des manières dont les choses vont se passer. Tout l'enjeu étant de savoir quelle identité il y a derrière anthropos,
C'est-à-dire que cet anthropos, cet homme, qui sait, est-ce que c'est l'homme de manière générale, depuis la fin des temps? Est-ce que c'est l'homme capitaliste? Est-ce que c'est l'homme, je ne sais pas moi, industriel? Est-ce que c'est l'homme spéculateur? Bref, en 5 minutes, je m'arrête là. Mais tout l'enjeu étant la distribution des responsabilités dans ce grand récit du passé, grand récit du futur. Raconter le passé, en fait, c'est une manière de comprendre le présent, c'est aussi des leviers, enfin, c'est un inventaire des leviers qu'il s'agit d'actionner, de mobiliser pour changer le futur, pour ne pas aller vers l'effondrement. Donc la question de l'effondrement est politique aussi en ce sens-là. Dernier enjeu politique, qui là se rapproche beaucoup plus de mon cas en réalité, c'est la question de la distribution de l'autorité savante lorsqu'il s'agit de mettre en récit aussi bien le passé que l'avenir. Parce que, épistémologiquement, je parle là pour mes élèves que j'ai eus en cours d'épistémologie, la forme de vérité qu'il y a dans la construction d'un récit scientifique, récit du passé ou récit de l'avenir, est très particulière. En fait, c'est ce que les historiens appellent un paradigme indiciaire. C'est une manière de penser à partir d'indices, à partir de traces. Et donc, vous reconstruisez des scénarios pour l'avenir, vous reconstituez des possibilités de passé. Et donc, il y a une manière de dire le vrai qui est très différente de sciences expérimentales, de la physique nucléaire ou de ce que vous voulez. Et donc, une distribution de la légitimité de parole qui peut aller plus loin, qui peut s'étendre en dehors, à des marges savantes. Et donc il y a des enjeux de marginalité, de reconnaissance de récits comme scientifiques ou non scientifiques, qui sont l'objet de combats, de luttes, de rapports de domination, etc. Ces rapports de domination que moi j'ai étudiés pour les cosmogonies, mais qu'on retrouve et qui pourront être l'objet de discussions sur les récits du collapse. Voilà. Merci beaucoup. Thomas Imps, vous êtes chercheur à l'INRA et vous enseignez la génomique à AgroParisTech. Vous publiez en 2019 aux éditions du Seuil Infravie, Le vivant sans frontières, où vous posez la question de l'origine de la vie. Et c'est passionnant, vous décrivez le vivant comme une tension, un équilibre fragile, plutôt que comme un état stable et ordonné. Vous détricotez toutes les métaphores qui ont cherché à expliquer l'émergence de la vie. Vous montrez que le vivant semble plutôt se définir comme ceux qui résistent justement à la définition. Et je vous cite, il faut garder les yeux grands ouverts sur les surprises du vivant. Je vous laisse la parole. Bonsoir, merci Jean-Luc pour cette invitation. Je suis ravi d'être là, impressionné. C'est ma première inauguration. Moi aussi, je crois, oui. J'ai jamais inauguré. Et à propos d'inauguration, bah oui, justement, moi, dans mon travail de recherche, je m'intéresse à une inauguration un petit peu particulière qui est celle de la vie, en tout cas la vie sur Terre. Enfin, c'est un des axes que souvent les scientifiques ont pour essayer de comprendre ce que c'est que la vie, en fait. Il y a souvent trois manières d'essayer de comprendre expérimentalement ou par la science et par la biologie ce qu'est la vie. C'est rechercher les origines de la vie, rechercher de la vie ailleurs, qu'on appelle l'exobiologie, et puis essayer d'en fabriquer en laboratoire, ce qu'on appelle parfois la biologie de synthèse. Et alors, du coup, je ne suis pas du tout un historien, un spécialiste de l'histoire, un spécialiste des récits. Et le questionnement de ce soir se prête... Enfin, moi, je m'y prête plutôt comme un exercice de style, en fait. C'est peut-être plutôt ça que je peux proposer. Et peut-être en rappelant que le vivant a une histoire assez particulière avec les récits. Et avec l'histoire. Avant qu'on parle de biologie, on parlait de sciences naturelles. Et avant qu'on parle de sciences naturelles, on parlait d'histoire naturelle. Et c'est Foucault qui le remarquait dans Les mots et les choses. Et avant de parler d'histoire naturelle au singulier, on parlait d'histoire naturelle au pluriel. Donc il y a toujours une histoire de mise en récit, de petite collection de récits,
qui sont progressivement devenus une tentative d'homogénéiser tout ça. Alors ça, c'est une première manière peut-être de trouver des petites connexions. L'autre, c'est que il n'y a pas de vie sans histoire. Tous les vivants, en tout cas sur Terre, sont les descendants d'une histoire longue. Et si vous prenez une balle et une souris, une dans chaque main, et que vous faites tomber les deux vont pas suivre la même trajectoire. Pourtant, elles obéissent toutes les deux aux lois de la physique, mais il y en a une qui a 3,5 milliards d'années dans les pattes, et il y en a une qui n'a pas d'histoire, ou quasiment pas d'histoire. Et ça fait une différence fondamentale. C'est-à-dire que quand dans un monde moderne où on a beaucoup comparé le vivant à des machines qui sont souvent des objets sans histoire, des objets ahistoriques. Enfin, on pourrait épiloguer là-dessus, mais en première approximation, on pourrait dire ça. Une des raisons pour lesquelles le vivant résiste énormément à cette simplification machinique, c'est justement qu'il y a une histoire longue dans chacun des vivants. Et du coup, il y a sempiternellement un aller-retour entre la narration et puis l'histoire des faits, l'histoire factuelle. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en plus, dans la manière dont les biologistes ont essayé de recréer ou de retrouver ce qu'a pu être l'histoire de l'origine de la vie, ils ont souvent peut-être des fois rejoué des choses que les mythes avaient dit. Sur les transitions du petit au grand, du simple au complexe, de l'inanimé à l'animé. Et ça, c'est des choses qui nous paraissent évidentes. On imagine bien qu'il y a eu des choses simples avant qu'apparaissent des choses complexes. Mais quand on y réfléchit, on peut trouver des raisons de ne pas trouver ça aussi évident. Et donc c'est un peu ça que j'ai essayé de travailler dans le livre Infravie, Le vivant sans frontières, en insistant sur tout ce qui, justement, au lieu d'opposer radicalement le non-vivant au vivant, fait passerelle entre le vivant et le non-vivant. Donc ça, c'est le récit passé, le récit des origines, qui a un rapport trouble avec les projections qu'on a sur ce qu'avait pu être l'origine de l'homme, mythique. Hein. Ça, c'est le récit du passé. Et puis, il y a actuellement une autre forme de mise en récit, qui est plutôt un récit sur l'avenir potentiel, qui tourne autour de la question du transhumanisme. Et là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'effondrement de récits, mais il y a plutôt une profusion de récits, justement, qui me pose énormément de questions sur la porosité qu'il peut y avoir entre le possible et puis le fantasmé qui fait retour sur le réel. Et je pense que le transhumanisme se nourrit beaucoup de cette boucle-là et qui pose énormément de questions, qui, à moi, me pose beaucoup de problèmes, mais on peut dire de manière neutre qu'elle pose énormément de questions. Donc voilà, je peux lancer la discussion comme ça pour commencer. Voilà. Merci beaucoup. Et en effet, ça lance pas mal de pistes pour la discussion ensuite. Alors Jean-Paul Angélibert, vous enseignez la littérature comparée à l'université Bordeaux-Montaigne. Mais je crois que je vais inaugurer encore un peu mieux ce fauteuil. Vous publiez en 2019 à la Découverte « Fabuler la fin du monde ». Alors, c'est très dur de le montrer en même temps, mais il est là. Ah, merci. Merci Thomas. Fabuler la fin du monde, la puissance critique des fictions d'apocalypse. Livre lui aussi indispensable en temps de collapsologie et qui permet de confronter différents récits d'effondrement. Vous montrez qu'il ne faut pas seulement retenir la part nihiliste de ces récits, mais aussi voir en quoi ils nous invitent à inventer un nouvel horizon politique, esquisser des nouvelles utopies. Merci. Donc en 5 minutes, je ne ferai pas le tour de toutes les questions qui sont posées par cette introduction. En 5 minutes, je vais essayer de rebondir sur ce qu'ont dit Thomas et Volny tout de suite, et en commençant par répondre à ce qui m'a été suggéré dès le début par Jean-Hugues. Quand je lui ai demandé de quoi on allait parler, il m'a dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'effondrement ?» Et j'ai essayé de penser à la manière dont je pourrais utiliser cette formule-là pour lancer la discussion,
puisque ça s'appelle une dispute, donc on va disputer, eh bien, c'est d'abord une histoire. C'est une histoire, et je pense que c'est un mythe qui est en train de prendre. Comme on vient de le dire, il y a une profusion d'histoires d'effondrement en ce moment. Depuis que ce livre est sorti, on ne parle que d'effondrement. J'en entends parler tous les mois. Je suis assez sollicité d'ailleurs, et on me demande à chaque fois de parler d'effondrement, alors que c'est un mot qui, au départ, ne figurait pas dans le livre et que j'ai rajouté à la dernière minute quand on a commencé à en parler. Dans la première version du livre que j'ai rendu à l'éditeur, le mot d'effondrement n'était pas là parce que c'était un mot qui n'était pas dans le langage courant. On parlait d'apocalypse, éventuellement, de récit de la fin du monde. Moi, je parlais de fiction de la fin du monde, mais effondrement était un mot qu'on n'employait pas. Puis on s'est mis à en parler beaucoup. À partir de mi-2018, fin 2018, c'est devenu un mot très très fréquent. Donc je l'ai introduit dans la toute dernière partie du livre, pour me brancher sur l'actualité. Mais j'ai envie de dire, c'est un mythe, et c'est particulièrement significatif que aujourd'hui, dans ce lieu aussi luxueux, nous parlions d'effondrement. Je trouve ça très paradoxal et très significatif que le thème choisi pour ce débat aujourd'hui soit celui-là. Je pense que c'est une idée qui ne pouvait venir qu'en 2020. Et malgré tout, bon, et puis on va dialectiser un peu, malgré tout, comme derrière une souris, il y a 3,5 milliards d'histoires, derrière l'effondrement qui surgit en 2018, il y a une assez longue histoire. Et des récits apocalyptiques qui accusent un certain type d'hommes, et pas seulement Anthropos en général, d'être responsables d'un écroulement du monde. J'essaye de changer de vocabulaire. D'être responsable d'une catastrophe planétaire, d'une disparition de la civilisation, etc. Il y en a dès le début du XIXe siècle. Alors, ce ne sont pas tout à fait les mêmes récits qu'a analysé mon voisin. Ce ne sont pas des récits scientifiques, ce sont des fictions littéraires. Et ça fait plus de 200 ans que ces fictions existent, c'est-à-dire qu'elles ont commencé à être publiées exactement au moment où la révolution industrielle a commencé à faire sentir ses effets, et qu'on s'est rendu compte que l'ère des machines, l'urbanisation et les effets qu'elle produisait changeaient nos manières de vivre, changeaient le monde, et pouvaient bien introduire des désordres bien au-delà de ce qu'on voulait voir. Je peux citer pour mémoire un livre que vous n'irez peut-être pas chercher parce qu'il n'est plus en librairie, mais vous pouvez le trouver en ligne sur le site de la BNF, Gallica, Le dernier homme de Jean-Baptiste Cousin de Grainville, qui est reconnu par les historiens de la littérature qui s'intéressent à ça comme la première apocalypse laïque, c'est-à-dire la première fiction apocalyptique qui se situe tout à fait à côté du scénario biblique. Mais bon, je ne sais pas exactement qui vous êtes, je ne sais pas exactement ce qui vous intéresse comme discipline, ni ce qui vous intéresse en littérature, mais je suppose que c'est un auteur qui est tout à fait inconnu pour vous, comme il l'est pour quasiment tout le monde. Mais il y a un auteur que vous connaissez certainement beaucoup mieux, qui est Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein, un roman paru en 1817, qui a été très souvent adapté, qui est traduit, republié, etc. Frankenstein est un roman apocalyptique. L'apocalypse y est inscrite assez discrètement, mais dans un épisode qui est tout à fait important, où Victor Frankenstein, après avoir fabriqué son monstre, prend conscience que si ce monstre se reproduisait, il pourrait être à l'origine d'une lignée de monstres qui pourrait concurrencer l'humanité, et comme il est beaucoup plus fort que les êtres humains, il pourrait la concurrencer et l'anéantir. Et donc la perspective d'un homme artificiel créé de la main de l'homme par un savant moderne, avec l'idée de progrès enracinée en lui. Victor est un homme des Lumières, il est l'enfant des Lumières. C'est tout à fait inscrit dans le texte, les valeurs des Lumières sont là.
le fait que les Lumières aboutissent à la création d'une lignée rivale de l'humanité et qui pourrait finalement arriver à l'anéantir est tout à fait au cœur du roman. Et donc, dès l'époque romantique, dès le début du XIXe siècle, on a cette idée que l'aboutissement du progrès, l'aboutissement du travail de la raison, pourrait très bien être notre anéantissement. Donc, c'est une vieille histoire, ça ne commence pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, Alain Damasio, vous êtes un écrivain de science-fiction et vos œuvres sont des univers complexes où s'inventent aussi bien des musiques, des typographies, on y croise aussi des savoirs scientifiques et philosophiques. Vous avez connu un grand succès avec La Horde du Contrevent et aujourd'hui avec Les Furtifs aux éditions La Volte. Merci. Dans un monde dystopique... Dans un monde dystopique, ces furtifs sont une forme de vie qui résiste à toutes les tentatives de contrôle et de captation. J'ai lu dans un entretien que vous n'aimiez pas beaucoup le terme d'effondrement, qui génère une angoisse facilement récupérable. Vous lui préférez le mot de délitement, au pluriel. Ah oui, ça attaque dur. Bonsoir. Non, effectivement, moi je trouve que c'est un excellent terme pour mobiliser effectivement des réactions et pour centraliser tout un ensemble d'affects. Et en ce sens-là, c'est une invention de Pablo Servigne et de ses collègues qui est excellente, puisqu'on voit le succès, comme il disait tout à l'heure, c'est incroyable du terme qui apparaît, qui vient aimanter ou cristalliser tout un ensemble de peurs. Moi, c'est vrai que je suis plus comme Yves Citon qui sort un bouquin là, qui va s'appeler Génération Collapsonaute, ou comme Baptiste Morisot, qui tous les deux, d'ailleurs, c'est assez marrant, préfèrent ce terme de délitement, en disant, voilà, c'est comme des lits dans la pierre et que ces lits vont effectivement se fracturer. Et surtout, l'idée que effondrement avec un grand E et au singulier, c'est absolument pas la même chose que de dire les effondrements. Et du coup, on est vraiment sur des logiques, sur des grands récits effectivement très, très anciens, qui sont des récits apocalyptiques, et ça vient résonner très profondément, je pense, avec une souche extrêmement ancienne, enfin, en tout cas une souche narrative extrêmement ancienne, d'où l'efficacité et d'où la puissance de ce terme. Alors après, moi j'adore le pouvoir de mobilisation que possède ce mot, et notamment dans le cadre des luttes sociales dans lesquelles moi je m'inscris beaucoup, dans la lutte contre le capitalisme extractiviste, contre le pillage, on le sait, effectivement, de la planète, l'épuisement des terres rares, l'épuisement des ressources carbonées, toutes ces choses-là que vous connaissez par cœur. Et du coup, on comprend bien, c'est comme les dystopies quand on les écrit, c'est-à-dire qu'on fait des dystopies pour mobiliser, a priori pour générer de l'alarme, pour générer de l'alerte. Et derrière l'alerte et l'alarme, à part le plaisir parfois un peu concupiscent, un peu bizarre de vouloir décrire le pire, tu imagines que ça va produire sur le lecteur ou sur le spectateur une espèce de réaction, une contre-réaction comme ça puissante qui va se lever enfin, se conscientiser politiquement, se battre. Donc bon, on comprend, et chez Pablo Servigne, il y a vraiment une volonté dans l'utilisation de ce terme de mobiliser les gens pour réagir et pour changer complètement de société. En réalité, il se produit des choses, des effets de fascination qui sont beaucoup plus complexes. Et les gens, déjà, bon, il y a les nihilistes, hein, on peut pas exclure qu'ils sont quand même là. Et il y a aussi beaucoup de gens qui s'éclatent, ou je sais pas, jouissent, ou en tout cas, il y a toute une économie de désir derrière le fait qu'on serait peut-être les derniers hommes. Voilà. Qu'on serait ceux qui sont élus pour être au bord du précipice et qui allons se battre contre l'extinction de l'humain ou contre l'extinction de toutes les espèces ou contre la destruction de la planète. Et ça, je pense que c'est en tout cas, moi en tant qu'écrivain, en tant que fictionneur comme ça, je sens que c'est un ressort extrêmement fort, extrêmement puissant, qui permet de faire des récits assez fabuleux. Et on le voit, les blockbusters hollywoodiens, beaucoup sont fondés sur l'idée apocalyptique ou sur cette séduction apocalyptique d'être, et je crois que c'est propre à l'humanité de vouloir être, et en tout cas de frissonner à l'idée d'être potentiellement les derniers hommes sur cette planète, quoi. Voilà. Alors après, moi ce que j'aime bien dans l'effondrement, alors ce que vous disiez tout à l'heure est complètement vrai, hein. Moi là je travaille sur une série télé qui est une série télé, on va dire,
post-effondrement qui se passe en 2400 en Antarctique, complètement dégelé, qui est devenu une taïga, et les gens arrivent à migrer dans le temps pour arriver en 2400 et survivre. Donc il y a des enjeux migratoires, mais de migration temporelle. Et du coup, on réinvente ce que Sapiens pourrait être dans cette taïga en 2400, avec des survivants qui arrivent un peu de partout, avec des cultures très différentes. Mais quand on a été voir voilà, mon producteur et qu'il a été voir Canal+, les premières choses qu'ils leur ont dit, on a à peu près 50 projets par mois sur le thème de l'effondrement. Ça est devenu vraiment si tu veux, la tarte à la crème absolue, mais ça dit beaucoup aussi de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible, si aujourd'hui vous bossez en science-fiction, de faire semblant de ne pas avoir vu l'importance du thème. Moi, c'est une des premières choses qu'on m'a dit quand j'ai sorti Les Furtifs. Vous dites, mais dans Les Furtifs, on sent pas le réchauffement climatique, on sent pas l'épuisement du pétrole, on sent pas... vous avez éclipsé l'effondrement. J'aurais dit, bah oui, parce que si j'attaque ce thème, je suis obligé d'y consacrer la totalité du livre. Mais c'est évident qu'on va voir apparaître une multitude de fictions à la fois cinématographiques, séries télé et évidemment littéraire sur le thème. Alors l'intérêt, c'est que c'est un moteur fantastique quand on dépasse l'effondrement ou qu'on dépasse l'apocalypse, sinon il n'y a pas de récit. C'est un moteur fantastique pour recréer les utopies. Donc c'est une machine à produire de nouveaux types de sociétés ou des nouveaux modèles anthropologiques ou une nouvelle façon de vivre ensemble pour l'humanité. Donc c'est un moteur très précieux pour nous, écrivains, d'avoir cette espèce de perspective ou ces imaginaires de l'effondrement. Ouais. Merci. Alors, est-ce que une réaction sur ce que vient de dire Alain? Oui, Volny, peut-être? Oui, enfin moi ça me parle beaucoup. Comme on avait un peu parlé, sur cette, moi ce que j'appelle la construction sociale de l'angoisse, qui est en fait assez proche de la construction sociale de l'urgence. En fait, c'est-à-dire que c'est deux pans, hein, ce n'est pas la même chose, hein, la question de l'angoisse et de l'urgence, mais dans la collapsologie, il y a une forme de superposition entre les deux. C'est-à-dire que voilà. Et donc on voit bien que l'angoisse et l'urgence font pas forcément hyper bon ménage avec la rationalité et le caractère posé de la prise de décision politique. Et donc, en effet, ça pose des questions. Moi, je trouve que ça pose des questions d'empowerment, de qui a le pouvoir de faire quoi. Voilà. Mais alors, on a justement beaucoup dit que le récit d'effondrement pouvait prospérer sur la fin des grands récits. Est-ce que c'est justement parce qu'il n'y a plus de grands récits politiques qu'il y a ce récit d'effondrement qui vient prendre la place de tous les autres et donc de faire politique aussi? Moi, je suis pas absolument convaincu par cette hypothèse-là. C'est-à-dire que, certes, on a la fin d'un certain nombre de grands récits. Est-ce que ça vient se remplacer? La question des remplacements un peu mécaniques des grands récits les uns par les autres, je trouve que, par exemple, on peut participer à Extinction Rébellion, qui est un groupe très friand de récits d'effondrement, et être marxiste. Enfin, je veux dire, c'est pas. Moi, je connais des gens comme ça. J'en connais plein. Et c'est pas un problème. Et donc c'est des récits. Voilà. Donc, il y a une sorte de mutation, si vous voulez, des grands récits qui prennent des configurations différentes. C'est-à-dire qu'on n'arrime plus le marxisme au progrès, par exemple. Voilà. Mais il y a une forme de fin de l'idéal du progrès, mais ça fait 40 ans qu'on l'a. Donc voilà, c'est encore autre chose que de mettre en avant cette peur panique de la fin du monde. Parce qu'en fait, c'est bien l'effondrement sans S. Ça, c'est intéressant, cette histoire. Vous m'entendez là? Ouais. Ouais, ce que tu dis est super intéressant parce que tu as l'impression que coexiste, en tout cas le récit du progrès n'est pas complètement épuisé. Même en science-fiction, c'est-à-dire tout le mouvement cyberpunk qui pour moi était vraiment fondé sur l'idée que le couplage de l'homme avec la technologie allait produire des nouveaux types d'expérimentation, une forme d'émancipation pour l'humain, ou en tout cas un progrès humain, et qui était extrêmement riche dans les années 70, quoi. Moi, je considère que c'est l'achèvement du cyberpunk aujourd'hui, c'est-à-dire que ce récit a fait son temps.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeux vidéo cyberpunk qui sortent ou encore des séries télé cyberpunk qui vont sortir. Mais tu as l'impression que ce couplage homme-technologie comme vecteur d'émancipation est en train de s'effondrer et que cette espèce de récit du progrès, effectivement, est en chute libre. Et en même temps, parallèlement, tu continues à avoir des récits transhumanistes, ou en tout cas une promesse transhumaniste ou une mythologie transhumaniste qui se met en place, qui est poussée énormément, notamment par Google. Et ces choses-là coexistent, quoi. Pour moi, c'est totalement ringard de porter encore du cyberpunk ou du transhumanisme, mais c'est peut-être moi qui suis juste ringard de croire que l'hybridation avec le vivant ou le renouement avec le vivant va être le nouvel horizon désirable dans les récits. Il y a une vraie compétition des imaginaires là-dessus, quoi. Il s'éteint automatiquement, je crois. Oui, j'ai compris qu'il fallait tout le temps rallumer le micro. C'est un micro décroissant. Il faut gagner la parole, ouais. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous dans le même temps. On n'est pas tous dans le même temps, on a l'impression de vivre dans le même temps parce qu'on est là tous ensemble autour de la table, mais en réalité, dans la bataille des imaginaires, on ne vit pas tous au même rythme, et il y a des temps qui se superposent, qui se feuillettent, et le temps présent est un feuilletage de temporalités différentes. Donc il y a encore des mythes du progrès qui survivent, alors qu'on a l'impression que les récits du progrès se sont éteints depuis un certain temps, mais ils ressurgissent sous des formes nouvelles. Le transhumanisme est le meilleur exemple d'idéologie du progrès aujourd'hui. Et puis, dans le même temps, les fictions apocalyptiques, alors c'est vrai, prospèrent sur un certain fond de désillusion politique, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent, pour qui l'effondrement a remplacé l'horizon de la révolution. Ce qui ne les empêche pas de militer par ailleurs, mais l'effondrement est le grand événement, le grand soir que la Révolution était autrefois pour la génération de leurs parents et de leurs grands-parents. Et ça n'empêche pas que coexiste donc une idée du progrès chez certains, l'idée de délitement chez d'autres. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est une autre manifestation de cette articulation des temps, c'est que les récits littéraires en particulier, c'est ce qu'Alain disait tout à l'heure, de la catastrophe, de l'apocalypse, de la fin du monde, sont aussi des récits qui permettent de faire table rase du monde présent pour imaginer l'avenir. Et c'est à partir de cette condition de néantissement du monde qu'on peut écrire aujourd'hui des utopies. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est quelque chose qui apparaît au XXe siècle et qui se voit encore mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, pour écrire des utopies, on a besoin d'anéantir le monde d'abord. Ça, c'est une vraie nouveauté en littérature. Bon, alors, oui, Volny ? Juste un point, je pense qu'on touche quelque chose qui est la transformation du rapport à la technologie, en fait, avec le cyberpunk, etc. En fait, on a ce côtoie. Il y a le transhumanisme, mais moi je pense à autre chose, c'est la géo-ingénierie, en fait. C'est le rapport au climat, changement climatique. Il y a tout un tas de gens qui pensent que c'est pas grave, en fait. On va résoudre ça par de la géo-ingénierie. Mais finalement, la collapsologie, c'est la négation de la géo-ingénierie. Ça ne veut pas dire que la géo-ingénierie ne continue pas à exister, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont abandonné l'espoir qu'on puisse être sauvé par la technique. Et finalement, c'est peut-être ça qui est en train de se jouer, et qu'il puisse y avoir des formes d'émancipation par l'abandon du recours à la technique, et que ça, c'est pas le retour à la bougie. Voilà. Et finalement, Donna Haraway a perdu avec son cyborg, en dire qu'on peut être émancipé et technophile. C'était la grande théorie des années 80-90. Aujourd'hui, c'est plus audible. Elle-même, elle le dit plus. Donc voilà. Oui, c'est bon. Il y a un petit temps de latence. Ouais. En fait, en écoutant Jean-Paul rappeler le petit passage dans Frankenstein sur la crainte d'une espèce qui pourrait remplacer la nôtre, ça me fait penser à... Alors évidemment,
Frankenstein est c'est une expression, enfin, jouer à Frankenstein, c'est une expression qui est constamment utilisée dans une thématique que je connais un peu, qui est la biologie de synthèse, des gens qui essaient de fabriquer la vie ou de la transformer radicalement, on va dire. Et l'anecdote est intéressante parce que, enfin, le rappel est intéressant, pardon, parce que ça me fait penser à un des plus grands biologistes, en tout cas reconnu comme tel dans les modes modernes un peu étranges de reconnaissance que sont les classements de Time Magazine ou de Forbes ou de choses comme ça. Un des grands biologistes qui est une année sur deux dans ces grands classements s'appelle George Church et il est actif dans les biotech et l'ingénierie cellulaire, pour utiliser des termes un peu à la mode. Et il a, il y a quelques années, donné une interview retentissante au Spiegel, il a un peu rétropédalé derrière quand il s'est rendu compte de l'impact que ça avait, dans lequel il en appelait... il partait de l'idée qu'on avait tous un peu d'ADN de Néandertal dans notre génome, puisque nous on est l'espèce Homo sapiens, on a visiblement été interfécond avec les Néandertals pendant un petit peu de temps pour qu'on trimballe un peu d'ADN de Néandertal dans chacun de nos génomes. Et donc, il y a l'hypothèse qu'on puisse reconstituer en théorie un génome de Néandertal par des croisements successifs de ces génomes. Et George Church, grand spécialiste, soi-disant parangon de la rationalité, proposait ni plus ni moins de progresser vers la fabrication, la procréation d'individus qui seraient de plus en plus néandertaliens. Et quand on lui demandait à quoi ça pourrait servir, il disait il est possible que c'était une espèce qui ait des dispositions cognitives un peu différentes de la nôtre. Et je le cite, quand il s'agira de résoudre des problèmes comme le réchauffement climatique ou de quitter la Terre, peut-être que leur cognitivité permettra de le faire. Et donc il partait dans un énorme délire, mais dans une interview très sérieuse sur, on pourrait peut-être créer des cohortes de Néandertaliens qui feraient société, et qui amèneraient de la diversité dans la vie humaine. Alors, évidemment, ça fait sourire, ça peut faire aussi un peu froid dans le dos, il faut quand même le dire au moins une fois. C'est quand même passablement délirant, mais le point auquel je voulais arriver, c'est que ça montre le pouvoir d'attraction des récits, y compris de la science pour la science expérimentale elle-même, et comment elle se conforme à un canon où finalement le télos, le but, finit par être quelque chose qui fait retour sur le présent et qui alimente le présent par l'économie de la promesse, par le désir, et donc qui brise quand même une certaine forme de linéarité, même si elle est un peu mythique, de la progression des connaissances, où quand même on valide, on teste, et puis quand ça marche, on continue. Il y a quand même une certaine progression. Et là, cette mise en récit de la science par le pouvoir d'attraction de la fiction, finalement pose la question de comment on peut soumettre la science au réel si on promet toujours de cette manière-là. Et du coup, pour moi, en tant que biologiste, expérimental, qui essaie quand même à la fois de reconnaître la créativité incroyable de la vie et les surprises incroyables que la vie peut réserver, mais qui essaie quand même de le faire dans le cadre d'une possibilité d'intelligibilité, de compréhension, de rationalité. Cette mise en récit, cette circularité, cette espèce d'effet balistique de la fiction qui revient sur le réel, je trouve que ça pose des questions assez nouvelles à la science, en tout cas qui me semblent nouvelles. Quelqu'un a envie d'intervenir parce qu'on a parlé du récit d'effondrement qui prospère sur peut-être une fin des récits ou pas, mais il prospère aussi sur des chiffres, enfin sur des évidences. Il y a quand même, tu es biologiste, il y a quand même un effondrement du vivant qui est bien présent. Il y a quand même des écosystèmes qui sont excessivement dégradés. Alors il y a quand même quelque chose qui est là. Évidemment oui, surtout, il ne s'agirait en aucun cas de minimiser les conséquences désastreuses du réchauffement climatique anthropique, du dérèglement climatique d'origine anthropique.
Et il y a, vous entendez régulièrement ces chiffres sur la disparition de très grand nombre d'animaux. Alors, avec cette ambiguïté que des fois on ne caractérise pas très bien si c'est des disparitions d'espèces ou des disparitions d'individus, ça fait une différence quand même pour le biologiste. Alors, tu as organisé, tu le rappelais, une dispute sur l'effondrement du vivant. Évidemment, quand on doit prendre une parole publique, un biologiste ne peut pas prendre ça à la légère. Évidemment, commence par souscrire à l'idée qu'il y a un effondrement du vivant. Mais le vivant, c'est aussi principalement ce qui s'échappe. C'est ce qui surprend, c'est ce qui coule, et c'est pas... qu'est-ce qui s'effondre? Ce qui s'effondre, c'est un bâtiment, c'est une cathédrale, c'est un château, le vivant, ça explore en permanence. Et donc, vous le savez, si vous êtes sensible à la vie, si vous avez un peu fait des études de biologie, ou si vous vous intéressez au vivant pour d'autres raisons, depuis 3,5 milliards, 4 milliards d'années que la vie existe au moins sur Terre, le vivant s'est pris des cataclysmes incroyables sur le coin du nez. Le vivant s'est peut-être effondré. Le vivant est toujours là, toujours inventif. On en trouve dans les calottes glaciaires, on en trouve dans les sources chaudes, des endroits où il n'y a pas d'oxygène, des endroits où il y a du soufre, où il y a des pressions incroyables, où il y a une salinité incroyable. Donc le vivant, tel qu'on le connaît, peut s'effondrer. Et certes, un vivant qui serait plus que réduit à l'état de micro-organisme serait peut-être un peu moins rigolo qu'un vivant avec des pandas et des séquoias. Mais pour moi, fondamentalement, il y a une sorte d'hubris humaine, y compris à croire qu'on va anéantir le vivant. Je dis surtout pas qu'il faut ne pas se préoccuper de ce qu'on fait au vivant actuellement, mais il y a derrière le désir qu'on a de voir ou de ne pas voir un effondrement advenir, il y a quand même l'idée qu'on serait capable de faire s'effondrer les choses. Et ça, pour moi, c'est aussi un témoignage de l'orgueil humain. Alain Damasio, je pense que vous êtes assez sensible à ce que vient de dire Thomas, non? Ah ouais, non, mais je suis complètement d'accord, et c'est un point central. C'est justement, on en parlait de Baptiste Morisot, un philosophe du vivant, qui dit très clairement, il dit il y a encore cette vision paternaliste de l'être humain qui se croit, donc qui s'est coupé évidemment du vivant et qui en a fait une nature, un arrière-plan comme ça, et qui par rapport à cette nature, après l'avoir pillé, exploité, etc., a toujours cette dimension très paternaliste en pensant que la nature finalement est une petite chose fragile qu'il faut protéger, donc qu'il faut sanctuariser, on va faire des parcs naturels pour ça, et que quand ça commence à tourner mal, se dit « Ouh là là, attention, on va essayer d'améliorer ». Et ce que dit Baptiste Morisot, et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que les puissances de vivant sont telles, les capacités métamorphiques, métaboliques, d'adaptation, de reconstitution, etc., sont tellement vivaces pour le coup, qu'on peut très bien imaginer que quelle que soit l'évolution du climat, les formes de vie vont s'en sortir, et peut-être bien mieux que l'homme qui va être à certains moments peut-être plus rigide ou moins capable de s'adapter, peut-être économiquement, ou en tout cas dans les modes d'existence politique. Et là, moi, je trouve ça très intéressant, effectivement. Alors, c'est à la fois une hybris ou une prétention, un orgueil humain extraordinaire de croire que, voilà, il est encore responsable de ça, alors que le vivant va contourner ça, il va réussir à... Enfin, moi, en tout cas, j'ai un énorme optimisme, si on peut parler d'optimisme, mais je pense que c'est simplement être factuel, c'est de voir que le vivant, quelles que soient les conditions climatiques, de glaciation, de réchauffement, etc., oui, des espèces disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent, il y en a d'autres qui s'adaptent beaucoup mieux et qui vont prendre place. Donc, c'est assez intéressant, en tout cas, ce discours qui laisse croire que voilà, tout va se dégrader. Enfin, ça fait hurler Morisot quand on parle d'extinction du vivant, ou en tout cas de... Alors, oui, Jean-Paul, ouais. Ça me fait penser depuis tout à l'heure à ce que disait Frank Kermode, qui était un grand théoricien de la littérature dans les années 60, quand il étudiait l'Apocalypse dans la culture occidentale moderne. Il remontait jusqu'à la Renaissance. Alors, c'est peut-être pas l'orgueil humain qui pense qu'on peut détruire la nature. Je ne suis pas sûr qu'en Afrique, on le pense beaucoup. Je ne suis pas sûr que les Indiens d'Amérique l'aient beaucoup pensé non plus. Par contre, les Européens, oui.
Et quand Kermode analyse certaines pièces de Shakespeare, les pièces de Beckett plus près de nous, et puis un certain nombre d'œuvres entre les deux, il montre que dans toutes ces fictions apocalyptiques, en Europe, depuis la Renaissance, il y a l'idée que les hommes peuvent détruire la nature, que les hommes peuvent détruire la planète. Et il dit, mais finalement, il n'y a aucune spécificité de l'époque contemporaine, parce que chaque époque rêve d'être la dernière. Le fantasme dont tu parlais, il est vraiment là, et je pense qu'il nous appartient. Chaque époque rêve d'être la dernière, parce qu'il y a un fantasme extraordinaire à penser que nous sommes les derniers. Nous sommes finalement les maîtres. Et je pense que la vraie manière d'échapper à ce fantasme-là, c'est de laisser tomber la distinction entre nature et culture. Je pense qu'il y a de plus productif dans la philosophie aujourd'hui, et c'est la piste de Baptiste Morisot, c'est de laisser tomber cette distinction entre nature et culture, qui est une distinction très enracinée dans la culture européenne, justement, qui est une distinction en fait relativement récente, et qui nous encombre beaucoup quand on parle justement de notre rapport au vivant. Volny, avant les questions peut-être de la salle. Oui, bah moi c'est une remarque, deux remarques. Non, une remarque. Non, si, deux remarques. La question de l'effondrement, je pense qu'il ne faut pas confondre effondrement des espèces, etc., et l'effondrement des civilisations. En fait, je pense qu'il y a une confusion qui est entretenue et qu'en fait, ce qui nous préoccupe tous, ce n'est pas la fin de la nature ou la fin du vivant, c'est la fin de notre civilisation et de notre confort. Donc c'est la fin du monde occidental tranquille dans des milieux tempérés. Enfin, je veux dire, c'est ça l'effondrement. C'est pas, on se fiche totalement des séquoias. Après, je proposerai un autre mot encore que le délitement et que l'effondrement, c'est le mot de ruine. Le ruine que j'emprunte ici à Anna Tsing, qui a écrit son grand livre sur les champignons, les champignons de la fin du monde, bien sûr, et que moi j'aime tout particulièrement. Ça rejoint la question des rapports entre nature et culture. Et donc, la question, enfin, c'est un livre très complexe et très riche, etc., mais c'est intéressant. Ce qu'elle montre, c'est comment on vit dans des ruines du capitalisme. Par exemple, lorsque vous avez coupé tous les arbres dans l'Oregon et qu'il n'y a plus que des arbres tout pourris qui poussent parce que l'écosystème qui produisait des grands arbres, c'est des pins qui repoussent, etc. Mais ces pins qui repoussent, ils permettent à des champignons, les matsutake qui poussent là, les matsutake, donc on se fiche totalement, mais en fait le matsutake, il coûte des milliers d'euros le kilo au Japon. Et du coup, vous avez un écosystème dans les ruines du capitalisme, vous avez la ruine de la sociabilité qui est là, c'est-à-dire les gens qui sont en marge, etc. Et vous avez des anciens combattants, vous avez des gens, etc. qui sont... Des immigrés. Des immigrés, bien sûr, etc. Et ce qu'elle décrit, c'est des formes de sociabilité là, qui sont des formes périphériques, renaissance, collaboratives, etc., qui ne sont pas dans la compétition, qui ne sont pas dans le capitalisme. Et c'est finalement plein d'espoir. En fait, Anna Tsing est désespérée, elle est extrêmement inquiète et tout, mais son livre est plein d'espoir. Le premier livre là, celui-là, ce qui n'est pas son premier, mais voilà. Et donc moi, la question de la ruine, finalement, je trouve que ça donne une puissance d'action, une puissance d'intellection du monde qui fait qu'on peut penser la fin de quelque chose, le danger, tout en étant rationnel, et tout en étant positif. Et finalement, ce que ça fait, et là je rejoins là, c'est que ça remplace les métaphores. C'est-à-dire remplacer une métaphore par une autre. Et ça, c'est quelque chose que les études féministes font depuis les années 70, identifier des métaphores, la fameuse circularité de la naturalisation des stéréotypes sociétaux dans la biologie, ça, les féministes, elles, c'est spécialistes de ça, mais donc remplacer les métaphores par d'autres métaphores, et celle de la survie, de la collaboration, etc., dans les ruines de quelque chose qui, de toute façon, va s'effondrer, et c'est pas grave, on vivra, on survivra, on construira quelque chose de meilleur. Je trouve qu'Anna Tsing, c'est une lecture qui est très saine. Voilà. Merci à vous tous. Alors maintenant, des questions du public. Peut-être que je vais piquer un des micros. Celui-là. Bon, vous allez vous partager les micros. Alors, la première question,
C'est vrai que c'est très impressionnant. On est tous très impressionnés ce soir d'inaugurer un si bel espace. Alors, je crois qu'il faut appuyer un petit coup et attendre 1 seconde. C'est ça, en fait, le mode d'emploi. Ça marche. Eh oui. Oui. Mais dans Ravage de René Barjavel, il y a aussi cette idée à la fin du fait qu'on ait une déconstruction totale et une société qui reparte de zéro. Mais à la fin, il y a cette nuance de dire que on va essayer de faire une société qui ne reproduira pas les mêmes erreurs que la société d'avant, et du coup, que l'effondrement n'est juste un moyen de repartir à zéro. Oui, c'est vrai, ça se trouve dans beaucoup de fictions apocalyptiques. Ravage en est une, mais énormément de fictions apocalyptiques partagent ce dispositif-là, enfin, cette structure narrative-là. La destruction est un moyen, et qui est parfois d'ailleurs expédié dans les premières pages du roman, pour mettre à faire table rase, détruire fictivement le monde qu'on connaît et en reconstruire un autre. Et évidemment, quand on reconstruit un monde, eh bien, l'imagination est libre de la reconstruire comme elle veut. Donc on peut reconstruire un monde tout à fait différent, appuyé sur d'autres valeurs, appuyé sur d'autres récits, essayant d'organiser les êtres humains autrement. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les utopies aujourd'hui, elles ont beaucoup plus qu'avant, et d'ailleurs c'est une nouveauté absolue du 19e et du 20e siècle. Auparavant, les utopies, elles étaient situées au-delà de l'océan et pas dans le futur. À la fin du XVIIIe siècle, on a commencé à imaginer des utopies situées dans le futur et non pas dans un ailleurs spatial, c'est-à-dire au-delà des mers. Mais on n'imaginait pas encore qu'on avait besoin de détruire notre monde pour imaginer son avenir. La première utopie située dans le futur, c'est celle de Mercier, l'an 440, qui imagine un Paris post-révolutionnaire. Mercier a écrit ça avant la Révolution, mais en fait, il imaginait une monarchie constitutionnelle assez peu futuriste. Et c'est bien plus tard qu'on commence à imaginer des utopies après avoir détruit le monde. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, tout se passe comme si on avait besoin, pour imaginer un monde autre, de détruire le nôtre d'abord. Est-ce qu'il y a une seconde question? Sûrement. Là-haut. Alors, j'ai déjà perdu. Là. Il est grand, cet amphi, en fait. Hein. Je crois que c'est bon, là. C'est bon? Ouais. Du coup, on a parlé d'effondrement de la nature, d'apocalypse, de la fin de l'homme, et finalement, on en arrivait à la conclusion que ce qu'on redoutait vraiment, c'était l'effondrement de notre civilisation. Et comment on peut expliquer le fait que notre civilisation, donc notre système, poursuive dans son inertie alors qu'il y a quand même des pistes de réflexion, enfin des pistes qui ont été amenées et qui permettraient d'endiguer, par exemple, le réchauffement climatique. Et on voit que même en arrivant à la COP 21, à la COP 22, bientôt, voilà, rien n'est vraiment fait pour améliorer la situation. Et chaque année, on augmente les prévisions de température en 2050, en 2100. Rien n'est vraiment fait, quoi. Merci pour cette question. Alors, qui aura envie de répondre? C'est une vaste question. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, parce que sinon, en fait, on résolverait le problème. Hein. Moi, j'ai envie de dire que probablement que la construction sociale de l'urgence n'a pas atteint les bonnes personnes. C'est probablement ceux qui ont la vraie puissance d'action. Mais en fait, une autre manière de poser les choses, c'est probablement que les récits d'effondrement n'ont pas forcément identifié, ou alors pas suffisamment convaincu les bonnes personnes que les bons leviers sont ceux
vous pointez sans les pointer. Mais oui. Alain, une solution? Eh bien sûr. Non, on se pose tous la question, surtout que voilà, moi, j'ai été happé par ce thème aussi de la collapsologie relativement récemment, tu vois, donc ça veut dire que moi-même, j'étais pas sensible, ou en tout cas, ma sensibilité était trop faible à ces thèmes pour que je commence à réagir. J'ai l'impression de réagir depuis 2 ou 3 ans seulement, tu vois, tout en côtoyant Pablo Servigne et des gens qui sont quand même dans ce champ extrêmement puissant. Je pense qu'il y a plein de raisons. La première des raisons, c'est qu'on a des routines technologiques extrêmement marquées. On vit dans ce que j'appelle un techno-cocon, c'est-à-dire une espèce de cocon technologique dont le parangon est le smartphone, dans lequel on est bien, on est globalement bien, on est cajolé, on est choyé, le monde extérieur nous est filtré, on est aussi dans un monde extrêmement addictif, puisque ce techno-cocon a des vertus d'auto-aliénation et d'auto-addiction très, très grandes. Mais pour l'instant, on n'a pas déchiré cette chrysalide de fibre optique, et on continue à demander à la technologie de nous apporter du pouvoir, sans se poser la question, pour moi en tout cas, de la puissance, c'est-à-dire du conatus, de la faculté à persévérer dans son être ou à résoudre les problèmes qui se posent à nous avec nos puissances cognitives propres. Tant qu'on délègue, on externalise vers la machine ses facultés cognitives, ses facultés physiques, eh ben on a beaucoup de mal à se dire on va se passer de ces machines et on va commencer à décroître et on va commencer à faire ce qu'il faut. Donc c'est très compliqué de se démettre d'un espèce d'éthos technologique qu'on a complètement assimilé, dans lequel on est né. Vous, en plus, vous êtes la génération vraiment digital native. Si je vous dis, allez, je vous enlève votre smartphone parce que c'est en train d'épuiser toutes les terres rares au niveau mondial, vous allez me regarder en disant, ouais, d'accord, ok, mais attends, je vais envoyer un mail avant, quoi, tu vois. Donc c'est compliqué, voilà, c'est compliqué, c'est des systèmes, voilà, d'habitus qui sont très forts. Mais voilà, ça va finir par cogner à un moment donné, quoi. Mais il manque le déclencheur, c'est-à-dire que le déclencheur ne peut pas être simplement cérébral. Vous ne pouvez pas regarder des courbes asymptotiques monter comme ça et puis que ça déclenche dans votre cerveau une attitude. Pour toucher les gens, il y a des dimensions qui sont conceptuelles, qui marchent pour certaines personnes, des dimensions rationnelles, qui marchent peut-être sur vous, scientifiques, ça fonctionne. Mais il y a beaucoup de gens qui, si la dimension affective ou émotionnelle n'est pas réellement touchée, ne vont pas du tout réagir. Il y a des gens sur qui les méga-feux d'Australie, par exemple, vont produire quelque chose de très fort, ou la mort des koalas va produire quelque chose de très fort, alors que de connaître rationnellement les choses et les chiffres ne vont absolument pas bouger. Donc ce qui est intéressant, moi je parle toujours pareil en tant qu'écrivain de fiction, c'est qu'on se rend compte que la littérature est puissante dans ces champs-là, parce que nous on a la capacité à mobiliser et de l'affect, et du percept, et du concept, c'est-à-dire des champs d'identification au personnage, des champs émotionnels, des champs affectifs très forts, mais aussi des champs de rationalité dans le récit. Donc on arrive à mobiliser un peu les trois, ce que j'appelle moi les 3 aquariums, et là peut-être des choses se produisent. C'est-à-dire que des notions comme l'identification au personnage, l'attachement à un personnage et à ce qui vit sont parfois suffisamment fortes pour générer tout d'un coup un effet de réaction, quoi. Mais alors le danger, est-ce que c'est pas que l'effondrement devienne un spectacle comme un autre, parce qu'on voit que Hollywood adore non, mais on adore, c'est génial, quoi. Tu vois, c'est vraiment. C'est pour ça que si on utilise ces thèmes-là, pour moi, il faut les coupler avec des thèmes de renaissance, de reconstruction, de dépassement, etc. Sinon, on ne joue que sur la fascination et tu fais des très bons récits avec ça. Mais par contre, peut-être pas du tout les imaginaires à se construire. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Yves Citon là-dessus, c'est-à-dire que le travail sur les imaginaires est une sorte de pré-scénarisation des comportements. C'est-à-dire que si vous faites un récit, moi j'ai bien aimé la petite série de Canal+, justement sur l'effondrement, où par exemple, ils mettent un gars dans un EHPAD qui sauve les derniers vieux, il se bat pour que les derniers vieux, on continue à s'occuper d'eux, et il te met en situation de te dire comment je me comporterais, tu vois, si ça m'arrivait à moi, est-ce que j'aiderais les vieux à continuer à manger plutôt que de prendre la bouffe et se dire, ok, nous les jeunes, on va s'en sortir. Et on voit, il y a un vol c'est horrible, hein, il y a un vol de nourriture dans l'EHPAD, et là tu comprends que l'idée c'est que les vieux ils peuvent crever et puis que nous on va quand même essayer de survivre, tu vois. Mais c'est après scénarise des types de comportements. Est-ce qu'on va être survivaliste? Est-ce qu'on va être hyper individualiste? Est-ce qu'on va protéger sa famille? Est-ce qu'on va être dans la solidarité immédiatement, comme on le voit souvent sur les inondations, des choses comme ça? Tu sais pas, mais l'imaginaire a ce rôle de pré-scénarisation et je trouve qu'il est très important. En tout cas, moi je me sens une grosse responsabilité quand j'écris par rapport à ça, parce que quand ça va arriver,
c'est souvent à partir des récits qu'on a lus, qu'on a vus, des mythes qu'on a intégrés, qu'on va réagir. Voilà. Jean-Paul, oui. Dans le même ordre d'idées, il y a une autre fiction télévisuelle qui est vraiment intéressante. C'est Years on Years, qui a été diffusée il y a quelques mois. 6 épisodes que je vous invite vraiment à regarder, qui racontent notre histoire. Ça commence fin 2020 et ça se termine en 2035. Je ne vais pas vous la raconter, mais il y a un personnage de vieille dame vraiment intéressant dans cette série, qui est la grand-mère de la famille autour de laquelle la série se construit, qui regarde souvent la télé, elle voit les actualités, et au moment de l'élection du nouveau président des États-Unis, qui est une espèce de clone de Trump, après la réélection de Trump, il y en a un nouveau... qui est pire. Elle regarde la télé, puis elle lève son verre, et puis elle fait « On a le président qu'on mérite ». Alors, une autre question. Ouais, sûrement ça marche. Allez-y, essayez. Ouais, là, ça a l'air de marcher. Oui, du coup, on a discuté ce soir de la puissance des mythes sur même les comportements de chacun, etc. Et de comment... Donc le mythe, le précédent mythe donc, du progrès qui était général, et s'est effondré au profit justement du mythe de l'effondrement ou des effondrements. Mais donc un mythe qui s'est effondré potentiellement à cause de du mythe individualiste apporté donc par le capitalisme, et de comment au final ça a apporté une certaine perversion du mythe du progrès, de comment au final c'est pas simplement une question de progrès, c'est une question d'intérêt individuel qui est forcément conséquente au progrès, et qu'il n'y aurait pas de progrès s'il n'y avait pas d'intérêt individuel à la fin. Et donc, ma question, ça serait, puisqu'on est au sujet des mythes, pour compenser, donc, on va dire, je ne sais pas comment présenter, mais... oui, du coup, pour compenser donc, cet effondrement du mythe du progrès, et pour essayer de le réhabiliter, puisqu'à mon avis, c'est ce qu'il faut s'atteler à faire. Du coup, pour réhabiliter ce mythe du progrès, est-ce qu'il ne faudrait pas se réhabiliter, oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'atteler à reconstruire donc, un mythe collectif et un mythe de l'aventure collective qui s'affranchit donc de la perversion induite par les intérêts personnels? Alors, donc, qui a envie de répondre? Et donc, comment aussi... Moi, je dirais 2 choses avant de passer le micro à mes camarades. D'abord, je ne vois pas pourquoi il faudrait réhabiliter le progrès. C'était votre intention initiale, hein, c'est ça? C'est ma vision personnelle. Donc, ouais. Non, je vous réponds que je ne vois pas pourquoi il faudrait le faire. Je ne vois pas ce que ça nous apporterait. Deuxièmement, c'est pas vrai de dire que le progrès débouche forcément sur le mythe de l'individu, du profit personnel, etc. Parce que j'ai cru entendre ça aussi. C'était dans l'autre sens, c'est-à-dire... S'il avait le micro... Oui, pardon. Simplement au sens où c'est donc le mythe de l'individualisme qui a perverti le mythe du progrès. Et pas que l'un est conséquence de l'autre. D'accord. Mais il reste quand même l'idée que le progrès, c'est bien. Non, mais il y a plusieurs progrès aussi. Il peut y avoir un progrès social. Là, on commence à... C'est celui-là que vous espérez ou... Si on commence à dire qu'il y a plusieurs progrès et à distinguer des progrès d'ordre différents, on commence à réfléchir. Mais c'est compliqué aussi de penser, de dissocier les progrès, de distinguer progrès technique, progrès social, progrès moral, progrès des connaissances. C'est tout un risqué. Travail. Oui. Non, mais enfin, il faut... Le mot progrès est un chose-trappe, en fait. C'est vraiment... ça vous empêche de penser. En fait, ça empêche de penser, la question du progrès. Si c'est juste la question de la croissance qu'il y a derrière, croissance de tout, quoi. Croissance, si vous voulez, si vous mettez dans le même sac la croissance économique, la croissance de la connaissance, la croissance des liens sociaux, la croissance du confort, etc., en fait, vous rentrez dans un autre mythe, qui est le mythe néolibéral, qui en fait arrime le progrès à une forme de croissance économique, qui est une croissance économique extractiviste, comme Alain Damasio l'a dit, et pour répondre à la question précédente, en fait c'est ça qui empêche l'action. L'action, c'est que vous avez chez les décideurs une vision extrêmement performative, extrêmement puissante, qui associe
le progrès de l'humanité à la Condorcet, hein, c'est-à-dire un progrès comme ça qui vient de très loin et qui fait qu'on va tous devenir très confortables dans nos nouveaux amphithéâtres formidables sur des plateaux déserts, avec beaucoup de connaissances. Et que, en fait, ça s'appuie sur un progrès qui est une forme qui est de la croissance économique, industrielle ou industrialiste, etc. Bon. Du coup, ce qu'il faut faire, moi je suis d'accord avec vous, il faut maintenir une forme d'espoir que les choses aillent mieux. Ça, c'est une forme de progrès, si vous voulez. Est-ce que c'est le mythe du progrès? Non. Est-ce que c'est le mythe du progrès marxiste? Non, parce que le progrès marxiste, il est aussi extractiviste. Et il se fout totalement de la terre. En fait, c'est pas vraiment vrai. Dixit, confère le fameux bouquin Marx écologiste, mais quand même, les lecteurs de Marx sont pas des fervents écologistes jusqu'à il y a 10 ans, quoi. Hein, faut pas non plus, pas déconner, quoi. Donc, oui, mais si vous voulez reconstruire une science, si c'est votre question, une science qui vous produise de la connaissance, qui ne soit pas arrimée à des formes de fantasmes qui, d'une manière ou d'une autre, est liée à de la croissance économique et à de l'innovation. Bon, ça se fabrique. Et c'est vous, en fait, hein, qui êtes en train de construire ces imaginaires-là. Mais ça veut dire changer vos pratiques à vous. Ça veut dire... bon, je ne parle même pas des projets de réforme ou de je ne sais pas quoi, mais lorsque vous allez vers des projets, allez dans des projets qui font sens pour vous. Politiquement. Bien. J'ai l'impression de faire un prêche, mais je suis désolé. Mais non, mais c'était très bien. Peut-être Thomas peut continuer la réponse, pas le prêche. Oui, je réfléchissais à ce que je pouvais répondre aussi en tant que biologiste, puisque je n'ai pas particulièrement de raison d'utiliser d'autres casquettes. En fait, moi, je pense qu'il ne faut pas trop botter en touche quand même. Enfin, je suis d'accord, je comprends ce qu'il y a derrière questionner la notion de progrès, mais je pense que quand on pense à des choses simples, l'émancipation, le progrès des droits, enfin, c'est des choses qu'on peut considérer comme étant assez désirables. Et en tout cas, on est content que d'autres avant nous se soient battus pour qu'on ait des droits et qu'on continue à se battre pour ne pas les voir partir ou en obtenir d'autres. Enfin, faut pas jeter ça avec l'eau du bain. Alors, moi, le point c'est la question de l'individualisme qui m'intéresse dans votre point. Et en tant que biologiste, là, moi, je peux dire quelque chose. C'est-à-dire que on a essayé de faire rentrer le vivant et les vivants dans une manière de voir le monde qui est compatible avec l'individualisme. C'est-à-dire, notamment, on a essayé de faire rentrer les vivants dans des cases. Pour des bonnes raisons. Quand on a organisé les connaissances, qu'on a commencé à vouloir classifier les espèces, quand on a commencé à vouloir classifier les individus, il y avait une raison d'organisation des savoirs qui était tout à fait compréhensible à la base. Bon. C'est pas rien, parce que le fait qu'on accepte l'idée qu'il existe des individus, c'est-à-dire des gens non divisibles, ça, sur le plan biologique, c'est une sorte de ressenti qu'on peut avoir, qu'on est un individu, qu'on a une pérennité, qu'on a une constance. Ça fonde le droit. Finalement, on accorde des droits aux individus. On accorde des droits individuels. Bon. Une des surprises de la biologie des 30 dernières années, c'est de montrer à quel point la question d'individu, elle est problématique. C'est-à-dire que tous les vivants, pris un par un, quand on les décortique selon le canon du vivant-machine, on peut dire que c'est des petites collections d'individus les uns à côté des autres. Sauf que ce n'est pas vrai. Les vivants, vous le savez plus ou moins techniquement, mais vous le savez tous, s'interpénètrent les uns les autres. Vous avez des bactéries dans votre corps. Vous ne seriez pas là biologiquement si vous n'aviez pas une armada de bactéries qui sont aussi nombreuses que les cellules de votre propre corps, qui s'échangent du matériel génétique. La génétique est censée être notre patrimoine, notre identité, elle est fluide. Elle mute dans chacune de vos cellules. Vous n'avez pas le même patrimoine génétique dans chacune des cellules de votre corps. Tout ça est extrêmement fluide et interdépendant. Et du coup, ça pose la question redoutable et porteuse éventuellement de pistes, mais peut-être aussi de points aveugles assez inquiétants, qui est comment on peut
on devrait peut-être faire le deuil, d'une certaine manière, de la notion d'individu, en tout cas si elle est un mythe. Et ça, aujourd'hui, reconstruire un monde où on se passerait la notion d'individu, elle est compliquée, et peut-être sans vouloir chercher des trucs trop théoriques et trop compliqués, en tout cas, retisser un monde dans lequel on fasse ressortir tous les liens de solidarité et d'interdépendance, non pas comme un petit vernis moral, non pas comme un petit supplément d'âme, mais comme quelque chose qui parle très profondément de notre nature vivante, et qui est au moins aussi important que nos existences séparées, atomisées et individuelles, ça c'est quelque chose qui fait sens. Merci beaucoup pour cette réponse complète de vous tous. Alors, je vais être aidé. Non seulement vous avez posé une très belle question, mais en plus vous allez m'aider avec le micro, c'est très gentil. Une autre question, oui, là-bas, aussi après là-bas, ouais. Bon, dans le sens inverse, alors ça sera d'abord ici, puis après un peu plus haut. Ça marche? Ouais. Terry Pratchett disait que nous appeler Homo sapiens, c'était quelque chose d'extrêmement prétentieux, et lui proposait plutôt de nous appeler, de mémoire Pan Narans, les singes conteurs. Parce qu'il pensait qu'une des caractéristiques des êtres humains, c'était qu'on avait fondamentalement besoin de récits pour se construire. Alors lui, il l'entendait beaucoup comme des récits des origines, mais je voulais vous demander, vous, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'on ait visiblement besoin de ces récits d'effondrement? Merci. Alors il y a quelqu'un plus haut qui a... Voilà, tout le monde me dit que la question s'adresse à moi. Mon hypothèse, c'est que depuis environ 200 ans, on constate des transformations de nos sociétés et du monde, des transformations menaçantes, des remises en cause de nos modes de vie, des remises en cause de nos collectivités, des remises en cause de nos relations avec le monde et avec l'ensemble du vivant, et que ces menaces nous font envisager autrement notre histoire et suscitent des peurs souvent plus ou moins bien fondées, mais des peurs qui ne sont pas complètement irrationnelles quant à l'avenir de notre société. Ça, c'est ma première réponse. Ensuite, les fictions qu'on construit sur cette idée-là sont extrêmement diverses. Il y a des fictions nihilistes qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est les blockbusters hollywoodiens qui jouent sur une jouissance assez suspecte de la destruction. Il y a des fictions qui jouent sur cette jouissance à penser que nous sommes les derniers, et donc finalement sur une jouissance de la maîtrise, là où elle peut encore trouver sa place dans un imaginaire paranoïaque. Et puis il y a aussi des fictions qui cherchent à construire de nouveaux récits, à construire une nouvelle mythologie, celle auquel on vient de faire allusion, des fictions qui jouent sur un nouveau rapport à notre... je ne sais pas quel mot il faut employer, parce que là, tous les mots sont un peu piégés, nature ou environnement, ou à notre monde, tout court. L'exemple que j'aime beaucoup utiliser pour parler de ces fictions-là, c'est celui de Margaret Atwood, avec sa trilogie Mad Adam. Donc vous connaissez tous Margaret Atwood grâce à La Serpente écarlate, mais après, elle a écrit une trilogie qui est extrêmement suggestive, qui s'appelle Mad Adam, et le dernier volume de la trilogie s'intitule, comme la trilogie tout entière, Mad Adam. Dans ce dernier volume, elle imagine des post-humains, des animaux humains construits avec un matériel génétique majoritairement humain, mais incluant des gènes d'autres animaux. Et alors, je ne vous raconte pas tout parce que je serais un peu long.
Et ces créatures sont interfécondes avec les derniers humains survivants après une épidémie qui a ravagé la Terre entière, et arrivent aussi à communiquer avec des porcs génétiquement modifiés qui se sont répandus dans la nature. Ah, là, je crois que c'est... Je vais vous prêter le mien. Est-ce que si ça remarche, il doit y avoir un... Voilà, il doit y avoir une censure automatique. Peut-être une accélération possible aussi. Donc ces post-humains sont aussi capables de comprendre le langage des porcs génétiquement modifiés qui avaient été créés par des biologistes géniaux avant l'effondrement et qui y ont survécu après. Ils sont d'ailleurs beaucoup mieux armés que les êtres humains pour survivre dans ces conditions-là. Et là, on voit se dessiner une... alors, excusez ce vocabulaire très, très religieux, mais une nouvelle alliance entre les survivants de l'effondrement et le nouveau monde, la nouvelle écologie qui s'esquisse dans les ruines, une manière de vivre dans les ruines plus fictionnelle que celle qu'Annette Singh raconte, mais une manière de vivre dans les ruines. Et il y a beaucoup de fiction, mais bon, celle de Margaret Atwood est une des plus suggestives et une des plus rigolotes aussi, qui imagine de nouvelles utopies dans les ruines, de nouvelles solidarités dans les ruines, de nouvelles écologies dans ces mondes qui restent. Et là, il y a des imaginaires à travailler. Et là, il y a des pistes politiques de reconstruction d'imaginaires alternatifs à notre imaginaire de la croissance, du progrès, etc. Est-ce qu'on a répondu à votre question ? Merci. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de besoin de récit d'effondrement de l'homme. Non, mais l'homme, c'est trop large. Il y a un besoin de récit d'effondrement de l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme occidental d'après la révolution scientifique, l'homme moderne au sens de Bruno Latour et de Philippe Descola. Mais il n'y a pas besoin de récits d'effondrement partout. Il y a des besoins de récits des origines partout. Autant les cosmogonies sont relativement universelles dans toutes les civilisations de tous les temps qu'on connaisse. Je dis ça, je m'avance peut-être beaucoup, mais bon, on pourra toujours... Mais autant les récits d'effondrement, il me semble que c'est quand même très lié au développement du capitalisme, en fait. Bref. Thomas. Est-ce que je peux hasarder une petite hypothèse ? Alors vraiment, c'est vraiment très subjectif et je n'ai pas vraiment de compétences pour... La question initiale étant pourquoi l'homme a besoin de récits d'effondrement ? Est-ce que c'est pas juste quand on a eu des grandes ambitions depuis la révolution industrielle de résoudre énormément de problèmes, de créer des machines fantastiques, d'explorer l'espace, de résoudre... Est-ce que quand on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile à tenir et qu'on a quand même envie d'être puissant, est-ce qu'on ne reste pas avec un sentiment de puissance en détruisant tout ? Voilà, c'est de psychologiser l'ensemble de l'humanité. Là, alors. C'est ça ? Oui, voilà, c'était très personnel. Mais... Bon, il y avait peut-être une autre question plus haut. Si, ouais. Ça marche ? Ça marche. Ouais, ça marche. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre la séduction qu'exerce l'idée du récit de destruction, des ruines, etc., et le fait que l'évolution, ça passe par... Enfin, en tout cas, les explosions radiatives dans l'évolution, ça passe par des cataclysmes. Il faut bien que les gens meurent pour qu'ils s'adaptent, enfin, que les espèces meurent pour qu'elles s'adaptent, etc. Et dire que quelque part, l'effondrement, ce serait pas quelque chose d'accidentel, une fatalité, mais quelque chose d'inconscient quelque part, qui a un désir d'effondrement qui pourrait être motivé par le fait qu'il faut faire évoluer, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs. Et donc on cherche à provoquer l'effondrement inconsciemment avec l'épuisement des ressources, le capitalisme, je sais pas, ou autre. Peut-être parce que notre société se sentirait trop vieille et qu'elle sentirait d'elle-même la nécessité d'être renouvelée. C'est ça que vous pensez peut-être ? Non, enfin pas forcément nos sociétés. Hein. Comment dire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Ouais, Alain, non, mais moi je suis assez d'accord avec toi. Moi je le ressens aussi. Après c'est des intuitions, hein. C'est pas rien de ce que je dis là n'est fondé sauf sur des intuitions personnelles, mais il y a vraiment le sentiment. Moi je le vis comme ça aussi, c'est-à-dire que
y a une séduction pour moi des récits de l'effondrement dans le sens où je me dis, cette tabula rasa va me permettre de créer autre chose. Et je pense qu'il y a un ras-le-bol, tout simplement, de ce régime capitaliste dans lequel on vit. Moi, je suis né dedans, je bouffe du régime capitaliste. Je veux dire, tout a été marchandisé. Je veux dire, voilà, je suis dans un monde où le sport, la culture, l'intime, l'amitié, etc., tout est devenu monétisable et rentré sur le grand marché. Puis, bon, vous le savez, maintenant, on veut marchandiser les retraites, la santé, etc. C'est-à-dire qu'il y a une extension indéfinie du capitalisme à toutes les sphères de la vie intime, même sur le plan des émotions. Et quand tu vis dans ce monde-là, bah, tu as envie juste que ça s'arrête à un moment donné, tu vois. Et je pense qu'il y a un deuxième effet qui est un effet de saturation. Moi, je pense qu'on est, avec l'apparition des réseaux, etc., il y a eu un accès, un progrès incroyable d'accès à la culture, d'accès à l'information, etc. Mais on est dans une infobésité complètement dingue, tu vois. On est sursollicité, dans une économie de l'attention complètement absurde, où voilà, la sollicitation et la captation de notre attention est maximale. Toutes ces choses-là créent des effets de saturation qui donnent envie, en tout cas moi je le sens intérieurement, d'une sorte de purification ou d'épuration à un moment donné. Et tu rêves de cette tabula rasa, de redémarrer, tu vois, et l'horizon, ça y est à nouveau ouvert, quoi. Tu peux réinventer les choses. Moi, en tant qu'écrivain, par exemple, quand je rentre en librairie, j'ai cette espèce de nausée absolue. Je rêve d'une bibliothèque d'Alexandrie que tout crame, tu vois, et qu'il ne reste plus que quelques livres, et tu as l'impression que ça aurait encore à nouveau un sens d'écrire quelque chose ou de faire de la musique, parce que tu as l'impression que tout a été fait. Tu vois, il y a un côté comme ça, il y a une sorte d'infobésité générale, tu vois, d'accumulation capitaliste, de richesse, de confort, de techno, etc., qui donne l'envie, je trouve, symétriquement, d'avoir ce moment de collapse, de vide, pour pouvoir redémarrer. Et c'est comme si on avait besoin d'une renaissance, d'une nouvelle renaissance. Moi, je le sens comme ça. Voilà. Après, c'est que de la psychologie de comptoir. Thomas. Oui, alors, sur le plan biologique, plutôt, ce que je comprends de votre question, c'est, si je la reformule éventuellement un petit peu, vous me faites signe si vraiment je pars complètement dans le décor, mais l'idée, c'est ce qu'on n'aurait pas quelque chose d'inscrit dans notre nature biologique qui programmerait régulièrement, ou pas régulièrement, mais enfin de temps en temps, des grandes phases comme ça de disparition, ou en tout cas d'effondrement ou de transformation. Alors c'est un peu compliqué de vous répondre oui, parce que bon, ça fait appel à des concepts qui ont été très contestés dans les années 60, comme la sélection de groupe, qui prêtent finalement des sortes d'intentionnalité un peu diffuses à autre chose qu'à des entités individuelles, mais qui mettraient une sorte d'envie ou de désir ou d'intentionnalité au niveau d'une espèce totale. Et on n'est pas très très loin de lui faire planer une sorte de chose un peu surnaturelle à cette espèce qui, rappelons-le, n'est pas une collection d'individus les uns à côté des autres, mais qui est très diverse et tout ça. Donc c'est un peu compliqué d'aller vraiment dans votre sens. Par contre, on peut quand même un peu aller dans votre sens, dans l'idée que, non pas forcément dans la programmation du vivant, mais dans la matérialité du vivant, cette matérialité, elle ne peut qu'être vouée à se transformer. C'est-à-dire que des génomes qui restent statiques, ça n'existe pas durablement. Les gènes rentrent toujours en combinaison les uns avec les autres, et même chez les bactéries, quand elles ne conjuguent pas et qu'elles ne font que se diviser, on pourrait dire elles multiplient leur copie d'ADN, mais non, elles mutent et elles incorporent de la nouveauté. Donc dans ce qu'on connaît d'être des bases matérielles de la vie, en tout cas sur Terre, peut-être ce serait différent ailleurs, il y a l'impossibilité de rester le même. Alors c'est pas forcément s'effondrer, mais en tout cas c'est inventer des formes d'identité qui paradoxalement passe par du changement permanent. L'identité, pour un biologiste, c'est pas la même chose que la permanence. Et du coup, c'est peut-être ça qui est peut-être le raccord biologique qu'on pourrait faire avec votre intuition, mais pas la conscience régulière ou diffuse d'une nécessité de se détruire. Il y a eu beaucoup de controverses. On imaginait dans les années 50-60 à des échelles beaucoup plus réduites que régulièrement il y avait des suicides de lemmings parce qu'ils étaient en surpopulation, par exemple. En fait, tout ça venait en grande partie d'un documentaire de la Walt Disney Company où les cinéastes avaient installé des tables roulantes sur des bords de falaises et faisaient tomber des lemmings les uns après les autres complètement contre leur gré. Ça a fait fantasmer toute une société sur des histoires
histoire de suicide collectif. Et finalement, c'est très ancré. Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent imaginer qu'il y a des effets comme ça, parfois de suicide de groupe chez les espèces animales. En fait, c'est très très peu documenté, à ma connaissance, très mal. Donc voilà, c'est ce que je pouvais apporter comme petit complément biologique. Alors, une nouvelle question. Oui, et après là, et après là-bas. Ok. Bonsoir, merci. Là, juste là. Ok. On a cité Bruno Latour, donc le moins sociologue des sociologues finalement. Ma petite question est, on a tourné autour du capitalisme, de l'individu. Pour vous, quel pourrait être l'apport des sciences sociales et peut-être particulièrement de la sociologie, bien qu'il n'y ait pas de sociologue présent, sur ces questions d'effondrement, enfin l'apport à la fois utile de réflexion autour de est-ce que les théories de l'effondrement sont nécessaires, on a tourné un peu autour, et si l'effondrement arrive ou les effondrements se passent, mais encore faudrait-il savoir de quel effondrement on parle, quel pourrait être l'apport donc des sciences sociales face à cette question. Merci. Alors, Volnifage qui a pris un micro, je l'ai vu. Merci Axel. Hier, à l'EHESS, il y avait un séminaire qui s'appelle Politique des sciences, où je n'étais pas, mais qui est en retranscription en direct de 3 heures. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube, où la question c'était que faire. Le titre c'était que faire. Et l'idée c'est les sciences sociales, dans les enjeux, en l'occurrence, de mobilisation contre les projets de retraite. Mais enfin, la question c'est que peut la science sociale, que peuvent les sciences sociales dans l'action politique ou dans l'action collective, etc. La question de l'effondrement, c'est le plus large que vous puissiez envisager, etc. Mais c'est une vraie question qui est très légitime. Alors moi, j'ai envie de dire, il y a plus... Ce qui est vraiment important de regarder, c'est la question des échelles. C'est des échelles de l'action et des échelles de la théorisation. Ce qu'on est en train de faire là, finalement, c'est avoir une discussion de comptoir non étayée, mais qui pourrait relever de sciences sociales si elle était un peu structurée, un peu arrimée à quelque chose. On pourrait faire semblant de faire des sciences sociales. Je veux dire, c'est pas très difficile. Voilà. Il suffit que je cite 3 ou 4 personnes en plus, et puis c'est bon. Mais je dis ça. En fait, je suis moi-même sociologue. Vous savez pas, mais et donc, moi, c'est une question que mes élèves me posent tout le temps. C'est-à-dire, à quoi ça sert ce qu'on fait? Nous, on en a marre de faire des sciences sociales qui servent à rien, on a envie de faire des choses. Bon, vous-même, mes étudiants là, ils m'ont posé des questions l'année dernière. Et donc, moi, je leur dis, ça dépend. Si vous pouvez faire des sciences sociales pour faire avancer la connaissance, pour déconstruire des évidences. Bon, ça, c'est projet foucaldien, c'est projet de la théorie critique, c'est projet tout ce que vous voulez. Il faut faire ça. Il faut continuer à faire ça. C'est la construction sociale de l'urgence que nous fabrique l'effondrement. L'effondrement, ce n'est pas une évidence. C'est un mythe. Qu'est-ce qu'il nous fait? Quelle est la fonction de ce mythe? Tout ça, construire ça. C'est la construction des identités, etc. Mais ça, c'est un premier niveau, qui a une performativité ou une transformation dans l'action politique qui est finalement relativement indirecte. Je ne dirais pas faible, parce qu'elle peut être très forte, mais sur des temporalités qui peuvent être très longues. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle parle à très peu de gens d'abord, puis après, ça innerve ailleurs, et puis après, il y a des écrivains qui s'en saisissent, qui les intègrent, peut-être sans les citer, mais etc., dans des romans de science-fiction ou dans des écrits de science-fiction qui vont toucher des millions de personnes. Bref, après, il y a Jared Diamond qui arrive, et puis, bam, il y a une force de frappe, et on change les évidences. Bon, sur les femmes, sur les homosexuels, sur tout ça, évidemment que ça a changé. Après, il y a un deuxième niveau de l'action qui est la question de l'orientation de vos recherches très concrètes pour que vous, dans votre action de sociologue, dans votre action de sciences sociales, vous participiez à l'action collective. Moi, je suis des sociologues, je suis des historiens qui pensent que la neutralité axiologique, pour parler techniquement comme les sciences sociales, c'est-à-dire oui, c'est vrai, là. La neutralité de valeur, c'est-à-dire que les sciences sociales ne seraient pas engagées en termes de valeur lorsqu'elles disent la vérité. Ça, c'est un mythe de Max Weber du début du siècle. En fait, ça, c'est pas vrai. Et donc, la question, c'est quels sont les engagements des chercheurs en sciences sociales, auprès de qui? Et moi, je pense que les sciences sociales ont tout à gagner à travailler avec les acteurs sociaux.
Alors ça, typiquement, tous les acteurs, tous les sociologues de la précarité, les sociologues, moi je connais plutôt sociologie des hackers, sociologie de la marginalité technique, etc. Et on travaille avec les gens. Et du coup, on leur donne des armes. Et donc là, si vous voulez, vous avez une transformation sociale qui est très directe. C'est-à-dire que vous avez des gens, ils vont vous dire ok, comment on peut penser ça là? Ouais, mais moi je vous dis, il y a des résultats techniques, des enquêtes, des machins, et donc vous avez une action. Parce qu'après, parler de la tour, en fait, ce que vous fabriquez, c'est que vous fabriquez des porte-paroles. Et donc des porte-paroles qui sont lestés du pouvoir des sciences sociales. Et ça, c'est très puissant. Dernière action, c'est l'engagement direct dans des actions militantes ou des actions politiques. Et ça, clairement, moi j'ai des étudiants qui sont engagés. Je sais pas, moi j'ai en tête le nouveau responsable des enquêtes économiques à la CGT. Et ben, il vient de Cachan. Voilà. Ben, ça c'est un enjeu. Voilà. C'est son choix, c'est son forme d'engagement. Donc il y a une action. Il est légitimé par les sciences sociales. Il va faire des sciences sociales dans un cadre qui est particulier. Voilà. J'arrête de parler. Bon. Une nouvelle question, s'il vous plaît. Il y a une question qu'on n'a pas abordée, j'ai l'impression pour l'instant, c'est celle des croyances. Et notamment, tout à l'heure, je crois qu'on a parlé de nihilisme. D'une part, déjà, en fait, M. Damasio disait tout à l'heure que dans ce capitalisme, tout est à vendre, à acheter. Est-ce que ça, déjà, ça n'amène pas à du nihilisme? Est-ce qu'ensuite, le récit de l'effondrement n'amène pas des gens à avoir des croyances pour le renouveau et tout ce qu'on peut construire après? Alors, qui souhaite répondre? Alain? Ah, il n'y a plus de micro, si? Il est au chaud. Ouais, on lance un truc, ça nous revient dans la tête. Je sais pas, en fait. Je sais pas. Est-ce que le nihilisme est lié au fait qu'on monétise la totalité de l'ampleur humaine? Je ne sais pas. Je pense que, en tout cas, il y a des dimensions de la vitalité qui sont brisées par la monétisation et qu'effectivement, pour moi, alors là, c'est mon côté très nietzschéen. Moi, j'ai toujours vécu cette société dans laquelle je suis né comme en cours de dévitalisation. Et tout mon travail, effectivement, d'écrivain a été d'essayer de conjurer ça et de redonner toutes ces puissances aux vivants. Mais là, c'est vraiment un nietzschéisme de base qui m'a touché très tôt. Et effectivement, moi, mais après, c'est vraiment ma vision. Je pense que l'idée que tout puisse appartenir au système d'échange généralisé que permet l'argent, que tout relève d'une monétisation, d'une quantification possible, est une forme de dévitalisation, tu vois, et donc produit de façon latente, peut-être, oui, en tout cas, une forme de nihilisme en creux, quoi. Oui, je crois ça. Thomas, oui. Oui, je peux peut-être rajouter quelque chose sur à propos de la croyance. En fait, il me semble, moi, assez banalement, je me suis un peu construit comme ça. Si j'ai fait des sciences, c'est aussi dans une sorte d'opposition un peu frontale à des formes de croyances obtuses, d'obscurantisme et tout ça. Mais je conviens volontiers dans une société diverse qu'on peut avoir des croyances qui ne sont pas forcément bornées. Enfin voilà, on peut discuter, y compris avec des gens avec qui on n'a pas les mêmes paradigmes. Mais je vais revenir un tout petit peu, pardon si je me répète, sur ce que je disais tout à l'heure. En fait, moi, ce qui me préoccupe, pour faire écho à votre question, c'est comment parfois des discours prophétiques en science peuvent finalement ressembler à des discours de croyance. Et c'est là où, en fait, c'est un des nœuds qui me pose problème dans ces récits cybernétiques qui bouclent sur eux-mêmes, dans lesquels on ne sait plus trop séparer le possible du futur et la manière dont ça rétroagit sur nos actions aujourd'hui. On se lance dans des boucles où on est déjà en train de se demander si c'est bien ou mal d'être transhumaniste, par exemple, sans se demander si c'est pertinent à un seul instant de comparer une mémoire biologique et une mémoire informatique, par exemple.
On vit avec, par facilité avec l'idée que comme c'est le même mot, un jour on pourra les brancher l'une sur l'autre, alors qu'on a zéro idée de la manière dont est stockée, si elle est stockée, la mémoire biologique. Bon. Donc là, vous voyez qu'on se pose des questions éthiques avant de se poser des questions épistémiques. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de biologistes, beaucoup de scientifiques, dans un monde qui est aussi régi par une économie de la promesse, jouent ce jeu-là de proclamer des choses un peu fracassantes, séduisantes ou effrayantes, pour saisir un peu l'attention et faire advenir ce réel qu'ils prophétisent. Et du coup, ils contribuent à brouiller la distinction entre la croyance et la non-croyance. Bon. Après, je ne veux pas non plus entretenir l'idée qu'il y a toujours une séparation. Enfin, jusqu'à il y a peu de temps, il y avait une séparation bien claire entre la croyance et la connaissance. Il y a des gens très scientistes, comme une sorte de religion de la science, qui posent aussi énormément de questions. Mais enfin, je pense que moi, c'est ça qui me pose finalement problème dans les récits d'effondrement, c'est cette boucle qu'ils font sur le réel et qui permet, dans ces failles, dans ces combes, qui permet d'installer des récits un peu brouillés et qui font qui font une large part à la croyance irrationnelle en tout cas. Une question de votre voisin aussi. Oui, ça marche. Bonsoir. Vous avez fait remarquer que le mot d'effondrement est seulement très utilisé depuis quelques années. Il me semble qu'il y a un mot qui est utilisé d'un peu plus longtemps, mais qui bénéficie de la construction sociale de l'urgence dont on parlait également. C'est celui de décroissance. Est-ce que vous avez un avis sur le rapport entre ces deux notions? Alors, décroissance, oula. Jean-Paul Angélibert, vous lancez dans la décroissance? Je ne m'étais pas posé la question, en tout cas pas comme ça. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'imaginaire de la décroissance et celui de l'effondrement? Oui, il y a un rapport. Pablo Servigne, que je ne connais pas personnellement, est assez favorable à la décroissance. Et là où l'on parle d'effondrement, on est favorable à la décroissance. C'est quand même une thèse qu'on va opposer au discours favorable à la croissance. Il me semble qu'il y a une alternative politique. Soit on pense que la croissance est un bien et qu'il faut la préserver, soit on pense qu'elle va nous mener à l'effondrement. Mais je ne sais pas si c'était votre question. Alors, il y a d'autres éléments de réponse. Alain ? Moi, alors, avec mes délires sémantiques, ça m'intéresse toujours la guerre sémantique qu'il peut y avoir. Moi, je trouve qu'ils sont très forts quand même dans le capitalisme, au sens où ils ont posé pendant très longtemps l'idée, ils utilisent le psychisme ascensionnel, j'appelle ça, moi, c'est-à-dire que croissance, tout le monde a envie de la croissance, tu vois, c'est même une dimension vitale de dire, voilà, l'herbe croît, c'est fabuleux, la croissance des arbres, etc., la croissance des enfants, bon. Et tu as l'effondrement. Et quand tu regardes, en fait, métaphoriquement, si tu prends effondrement, décroissance, et là, je vais te faire high-tech et low-tech, parce que ça m'intéresse beaucoup aussi, tu as dans l'effondrement une idée très simple qui est que c'est comme si tu étais une tour, c'est-à-dire quelque chose qui tient, qui tout d'un coup s'effondre sur lui-même. Et s'effondre verticalement sur lui-même, tu vois. Et la décroissance, c'est pareil, c'est la même idée, tu vois, métaphoriquement, c'est-à-dire que tu es en croissance et tout d'un coup, ça s'aplatit, tu vois, ça décroît, tu vois, comme ça. Tu vois, et high-tech, low-tech, alors que pour moi la low-tech c'est vraiment l'avenir de la science pour moi, au sens où la low-tech est une technologie qui demande peu d'intrants pour être fabriquée, qui produit peu de déchets toxiques, qui est robuste, qui est résilient, qui est réparable, qui est hackable, etc. Et c'est ce type de technologie qu'on devrait faire, donc pour moi c'est la technologie optimale. Ben, quand on te dit high-tech c'est en haut, puis low-tech c'est en bas, tu vois. Donc quand tu dis il faut passer de la high-tech à la low-tech, tu as l'impression de dire aux gens, bon les gars, vous allez vous tasser un petit peu, et on va vous amener, alors que si tu dis, on va arriver d'une technologie totalement gaspilleuse à une technologie émancipatrice, sobre, conviviale, etc., tu te rends compte que sémantiquement, c'est plus intéressant. Et donc, tu te rends compte qu'il y a eu une sorte d'accaparement sémantique des dimensions élevées par ce système néolibéral, et que tu es obligé de faire un retournement du sablier pour essayer de rendre désirable l'idée de décroissance, qui est en fait pour moi une renaissance ou une sobriété heureuse, pour parler comme Pierre Rabhi, même si je ne suis
suis pas du tout Pierre Rabhi, hein, mais voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui peut tout à fait être valorisé, mais le mot lui-même, et on le voit encore aujourd'hui, pour moi c'est un très mauvais mot, parce que c'est un mot qui te donne l'impression que tu vas t'étroitiser comme ça, tu vas te lyophiliser, et que c'est vraiment pas cool quand même, tu vois. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un sens des métaphores et de la sémantique, et c'est intéressant de rapprocher effondrement et décroissance, surtout que ça fonctionne normalement comme une solution à l'effondrement, c'est la décroissance, tu vois. C'est comme si tu devais avoir 2 négatifs pour faire du positif, tu vois. C'est moins et moins faire un plus, tu vois, alors que ça serait bien d'avoir 2 plus qui font... Alors Thomas, un petit peu de complément aussi. Non mais c'était très bien. Ouais. T'arrêtes jamais. Mais je peux dire un truc qui pique un peu, parce que normalement. Ah oui, non mais c'est une dispute, allons-y. Ouais. Bon, l'effondrement, c'est un bon argument marketing pour la niche, le segment de niche qui est la décroissance. Enfin, je veux dire, oui, mais non, mais je pense y compris un peu contre moi-même en disant ça, mais pour le plaisir. Non, mais on vit dans un monde où les gens qui défendent la décroissance le font des fois par des moyens décroissants, mais par des moyens qui sont parfois aussi extrêmement dociles et compatibles avec le fonctionnement capitaliste, produisant des livres, produisant une économie des idées qui est compatible et sur lequel le capital s'enrichit comme il s'enrichit sur le reste. Donc de temps en temps, mais je le pense quand même un peu, la notion d'effondrement, elle vient un peu spectaculariser, au sens y compris de bordien, enfin, elle vient un peu spectaculariser, rendre plus éclatant, rendre plus visible, rendre plus désirable l'urgence d'une nécessité de la décroissance. Donc évidemment que je ne suis pas pour la croissance à outrance et pour l'épuisement des ressources, et avec tout ce qu'on a dit, enfin, je ne pensais pas la peine de le souligner, mais des fois je me demande si l'effondrement n'a pas une certaine fortune en tant que slogan. Alors Volny. Enfin, moi je vais carrément dans le même sens. Qui pique aussi alors non mais oui, mais, enfin, moi j'ai en tête la revue Entropia, très bonne revue, qui a publié 12 numéros, qui a été lu par 25 personnes, dont moi, et qui a arrêté de publier. C'était une revue décroissante avec des historiens, des sociologues, des anthropologues, c'était formidable, on pensait, etc. Et puis voilà. Donc je dirais qu'il y a des formes de mouvement qui à un moment donné s'épuisent, hein. C'est-à-dire que la rationalité, le mode de conviction qui est la décroissance, hein, d'expliquer qu'on peut trouver un chemin décroissant, etc. En fait, les gens ils se bougent pas, quoi. Donc je parlais de la construction sociale de la peur, de l'angoisse, etc. Mais en fait, c'est une nécessité politique, cette construction sociale de l'urgence. Et en cela, il me semble qu'elle peut faire peur, elle peut être critiquée, mais elle est aussi désirable. Elle est aussi désirable à tout un tas d'égards. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles... une question féminine. Déjà que Bon, c'est vrai que sur la question du genre, ce soir, on n'est pas exemplaire. Moi, ce serait une question qui est vraiment plus générale. Vous ne pensez pas qu'en fait, l'effondrement, en ce moment, ce serait en vogue? Parce qu'un peu de tout temps, c'est plutôt le négatif qui a fait parler l'homme. Là, actuellement, on le voit avec, par exemple, le bashing des médias. Mais il y a un peu enfin, peut-être que je me trompe, mais des sortes d'idées générales, comme quoi, par exemple, les poètes, ils prennent plutôt leur inspiration dans la tristesse ou dans le malheur. Et du coup, là, est-ce que là, l'effondrement, oui, c'est mis en avant par tout ce qui est catastrophe naturelle et changement climatique, mais est-ce que ce serait pas juste parce que c'est quelque chose qui est négatif et qui du coup alimente plus de débats, parce qu'au final on se rend compte que par les médias ou par d'autres moyens, le positif il est moins mis en avant, tout le progrès il a aussi eu des conséquences positives, il y a plein de choses que l'homme a construites qui sont positives et qui ne sont pas du tout mises en avant au quotidien et mentionnées, et en fait qu'on nommait un peu, alors que tout ce qui est négatif est vraiment toujours pointé du doigt. Et je crois alors qui aurait envie de répondre à cette question? Merci. Les trains, on remarque toujours les trains qui arrivent en retard, quoi. C'est ça, c'est un peu le... Voilà. Oui, mais c'est vrai, mais d'une certaine manière, c'est
il y a quand même une idée que le changement passe par la colère et l'opposition, et que ça c'est l'insistance sur les points négatifs qui la fabriquent. Donc il y a quand même aussi une ressource politique derrière. Après, si vous voulez, si on fait dans la balance les points positifs et les points négatifs, on peut discuter, quoi. Je veux dire, je ne vais pas provoquer parce que c'est mon étudiant. Pourquoi pas, allez. Non, mais en fin de soirée, là. On peut toujours parler des choses positives, de choses qui sont très négatives de manière générale. On a parlé des aspects positifs de la colonisation à un moment donné, donc c'est terrible. Mais sans vouloir dire, mais bon, voilà. Donc tout dépend de ce qu'on veut regarder. Évidemment qu'il y a plein de choses positives au progrès. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez regardé les espaces périurbains, quand on prend la navette là pour arriver jusqu'ici, c'est désespérant. Enfin, je veux dire, j'ai failli pleurer en arrivant, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui dorment dans des tentes, etc. On est dans la misère. Donc bon, c'est pas maniériste de parler de problèmes. On n'est pas en train de chercher des poux dans la tête du capitalisme. C'est pas ça. Donc oui, on insiste sur le côté négatif, c'est vrai. Bon, mais c'est l'aspiration à l'égalité, à la justice sociale qui fait ça, en fait. Jean-Paul Angélibert, un mot en plus? Et je répète, il y a pas si longtemps que ça, on écrivait des utopies. Donc, dans notre culture, on a eu des époques où on imaginait des avenirs meilleurs, on imaginait des avenirs radieux. Ça fait partie d'un passé pas très lointain. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'y arrive plus? Pourquoi est-ce qu'il faut passer par un imaginaire de la destruction pour penser un avenir meilleur? Alors, Alain Damasio, pourquoi des dystopies? Non, c'est bien, je vais pouvoir m'opposer, là, on va faire un peu de dispute, parce qu'on n'en fait pas assez. Non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il y a vraiment des récits utopiques qui continuent à exister. Enfin, la preuve en est mes propres bouquins, que ce soit La zone du dehors ou que ce soit les furtifs. C'est des récits qui ne se fondent pas sur un effondrement pour porter des utopies, puisque La zone du dehors termine sur des utopies qui sont posées dans le dehors, et que les furtifs... Ça se termine sur une vision utopique, mais ça commence dans une dystopie quand même. Oui, ça commence dans une dystopie, mais parce que c'est toujours extrêmement intéressant de s'appuyer sur ce qui est le plus terrifiant dans ce qui va advenir, en tout cas de pousser les curseurs de ce qui peut être terrifiant dans ce qui se met en place aujourd'hui, ou en tout cas extrêmement inquiétant, et ensuite de le retourner. Mais ce n'est pas une table rase, c'est vraiment pas une table rase, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de l'effondrement pour poser dans les furtifs l'apparition des actes, des zones autogouvernées par exemple, ou de la traverse, ou des célestes, etc., qui sont des modes de fonctionnement alternatifs à l'intérieur du capitalisme et d'un néolibéralisme qui en plus est beaucoup plus inégalitaire puisqu'on a privatisé les villes. Mais je dirais que plus la pensée, moi ce qui me frappe, c'est que tu as deux types de pensée effectivement de l'utopie, que je dirais forte aujourd'hui. Celle de la tabula rasa, effectivement tout s'effondre et puis derrière on reconstruit, il y a une renaissance. Et celle du, moi ce que j'appelle de l'archipel, ou des îlots, ou de la plaque de rouille enfin en tout cas des points de rouille sur la plaque d'argent du capitalisme. C'est-à-dire l'idée que vont apparaître par des ZAD, par des petites zones, par des petits territoires, par un réancrage territorial souvent, hein. Et ça c'est peut-être ce qui est nouveau politiquement et ce qui a apporté la ZAD, je trouve, en France, c'est-à-dire l'idée que dans certaines zones vont se mettre en place des modes d'existence qui échappent en partie, en tout cas, au capitalisme, et que ces îlots qui sont en train de se constituer, progressivement, vont peut-être former des archipels, et que c'est cette espèce d'archipélisation bien reliée qui va progressivement retourner le système. C'est-à-dire que moi, je sens, en tout cas dans la lutte politique à l'extrême gauche, que l'idée du grand soir, du retournement comme un grand du capitalisme, n'est plus crédible, parce que le capitalisme, c'est pas un système extérieur à nous, le capitalisme il passe à travers nous, le capitalisme, on le relaie, on est acteur de ce capitalisme, non seulement parce qu'on consomme et qu'on achète, mais parce que même l'économie de désir du capitalisme, qui est la volonté d'accumuler, et à travers l'accumulation de cet argent, d'accéder à un certain type de pouvoir ou de libération, d'émancipation, elle nous traverse tous. Donc, on ne peut pas opposer le capitalisme comme un système extérieur auquel on n'appartiendrait pas, on appartient tous à ce système. Et du coup, le retournement comme ça me paraît complètement aberrant, en tout cas impossible. Bah, du coup, un autre imaginaire jaillit qui est de dire, voilà, on va commencer à recréer les territoires d'expérimentation dans lequel un système de vie
Parce qu'il faut se réhabituer à fonctionner sans argent, par exemple, ou avec des prix libres, ou il faut se réhabituer à fonctionner sans gouvernance, etc. Et donc, l'utopie fonctionne, je pense, encore dans les récits de SF un peu là-dessus, quoi. Je pense aussi à Sabrina Calvo qui a fait Toxoplasma sur une commune libre à Montréal. Donc voilà, non, on n'est pas complètement, je pense, prisonnier de l'effondrement comme pour faire de l'utopie. Ouais. Merci. Peut-être une dernière question? Oui, en haut. Bonsoir. Vous avez parlé d'utopie et de renaissance. Moi, je voudrais simplement revenir sur les enjeux en termes de temporalité qui sont induits par la notion d'effondrement, puisque vous avez parlé de la construction sociale de l'angoisse que vous avez opposée à la construction sociale de l'urgence. Est-ce que justement la notion d'effondrement, ça ne serait pas un obstacle à cette urgence qui est la nôtre aujourd'hui en termes de disparition des espèces et du vivant, puisque l'effondrement pourrait être vu comme un terme si fataliste et si improbable qu'on n'arriverait pas à le visualiser dans notre vie de tous les jours, et qui donc finirait par nous pousser à repousser justement aux actions au lieu de changer maintenant notre mode de vie. Alors Thomas? Oui, et on pourrait même pousser un cran plus loin. La perspective de l'effondrement pourrait nous inciter à devenir, à accélérer le mouvement en disant tout est perdu, soyons hédonistes une dernière fois pour partir dans un grand feu dans un grand feu de joie. C'est un des problèmes, à titre personnel, mais en fait ça a déjà été souligné avec la notion d'effondrement pour moi. Et d'ailleurs, dans Philosophie Magazine, il y a un numéro spécial sur la collapsologie avec un entretien avec Servigne, et il dit un peu que la bête lui a échappé, quoi. Parce que c'est un canard sans tête, cette histoire-là. C'est-à-dire que vous lui coupez une fois que vous l'avez coupé la tête, il peut partir dans tous les sens. Et il peut partir, si vous constatez que tout s'effondre, vous pouvez dire il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Une bonne société autoritaire, une bonne organisation autoritaire va permettre de repartir sur de bons rails. Ça peut être une tentative réactionnaire associée à des philosophies de vie qui existent. Enfin, je veux dire, elles sont là, elles sont latentes dans la société, et parfois elles dirigent. Et puis ça peut être aussi ce qu'on en espère, c'est-à-dire quelque chose sur lequel repoussent des histoires plus intéressantes, qui ne seront jamais exactement les mêmes que celles qui les précèdent. Donc, moi, c'est un peu ça qui me pose problème avec cette notion d'effondrement, c'est qu'elle donne pas elle garantit pas une direction désirable. Volny, alors juste, mais pour rebondir dessus, parce que je suis vraiment à 100% d'accord. C'est en fait probablement un des obstacles de la notion d'effondrement, c'est qu'elle apparaît à un moment de délitement des collectifs et de délitement du politique dans la société, ce qui fait que l'urgence, elle est là, elle est construite, elle peut venir là tout de suite, mais en fait, du coup, elle se rabat d'un point de vue pratique sur des choix individuels. Et donc, vous avez tout ce que vous décrivez, c'est-à-dire toute la variété possible. Il y a les hédonistes, il y a les gens qui vont se mettre dans des ZAD, qui vont se dire, finalement, on va faire un petit collectif, etc. Bref, du coup, il n'y a pas de collectif politique porteur d'une alternative. Voilà. Bon, je crois que voilà, les choses sont dites. Alors j'ai quelques remerciements. D'abord, merci à nos 4 invités qu'on peut... Merci, encore merci à l'ENS Paris-Saclay et son directeur Pierre-Paul Zaliot de nous avoir reçus ce soir. Merci aussi à Marc Dondet qui dirige la toute nouvelle scène de recherche de l'ENS qu'on inaugurait aussi aujourd'hui.
Merci également, non pas à Vinci, mais à notre autre partenaire des disputes de cette année, le 104 et Nemo, sa biennale des arts numériques animée d'une main de maître par Gilles Alvarez, qui est là aussi. Merci à Gilles Tristram, le directeur général d'AgroParisTech, qui ne peut pas être avec nous ce soir. Merci à la direction de la recherche et de la valorisation d'AgroParisTech, Alexandre Perry, Nathalie Corbalan, Eva Legras et Sylvie Ponsonnet, et à Jérôme Fitoussi, qui, dès demain, mettra en ligne la captation vidéo de cette rencontre sur la page YouTube d'AgroParisTech. Merci à vous. Bonne soirée. Ouais, c'est ça.